En fait, là, c'est vrai que tu m'as fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Beyoncé, je lui ai déjà prêté des bijoux, mais je ne savais pas qu'elle allait les poster ou qu'elle allait les mettre en scène. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps encore avec une image d'elle, on aurait dit une pub. Je trouve que la première personne à qui on ne doit pas se mentir, c'est nous-mêmes, en fait. Bonne année à toutes et à tous. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle pause. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et bien sûr, pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. On a tous déjà vu ces bijoux. Sur les tapis rouges, au poignet de Kendall Jenner, au cou de Kate Moss, sur les photos de Gigi Hadid. Mon invité d'aujourd'hui a créé l'une des maisons de joaillerie les plus désirées de ces 20 dernières années. Une marque familiale et française devenue un phénomène culturel mondial. Une success story née très tôt, dans l'ombre d'un père diamantaire, au milieu des pierres et des ateliers. Mais plutôt que de reproduire ce qui existait déjà, elle a fait un choix risqué. Casser les codes, suivre son instinct et lancer sa propre maison à seulement 29 ans. Aujourd'hui, elle est avec nous et nous explique ce que l'on ne voit jamais. Les doutes derrière les succès, le processus créatif, les décisions qui font basculer une trajectoire et ce que ça coûte de créer sa propre voie. Bonjour Valérie Messica. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Magnifique, après cette introduction, je ne peux que bien aller. Pas mal, hein ? C'est franchement waouh. On parle de la joaillerie, on la parle de la haute joaillerie, on parle de la très haute joaillerie. Beaucoup de gens, pour eux, c'est quelque chose de pas très concret, un peu abstrait. Et donc, on va commencer par une pause vérité. Alors, je vais te poser des questions. Normalement, on en fait entendre des pauses vérité, mais c'est un peu plus tard dans notre conversation. Là, je voulais la mettre au départ. Direct. Parce que j'ai envie que tu nous dises, pour des gens un peu comme moi, qui ne savent pas grand-chose de ce monde-là, ce que j'ai besoin de comprendre. Et surtout, moi, parfois, je rentre un peu dans des panneaux. J'aimerais bien que tu me dises, j'ai quelques questions, tu me dis si tu es prête. Absolument. Alors, j'aimerais que tu me dises, est-ce que plus le diamant est gros, plus il est rare, plus il est beau ? Est-ce que c'est vrai ça ? Non, pas du tout. En fait, il peut être un diamant petit peut être exceptionnel parce que il a une pureté, une couleur incroyable. J'ai vu des diamants dans ma vie, diamants rouges qui étaient vraiment petits et qui valaient énormément d'argent. Des plus gros diamants qui peuvent être inclus, d'une couleur moins belle. C'est quoi un carat ? Un carat, c'est un poids. Ok. Le carat, c'est comme si c'est des kilos, entre guillemets, pour nous, quand on se pèse. En fait, c'est du poids. Mais donc, c'est quoi le plus de carats que tu aies pu voir ? Je sais pas, 100 carats peut-être. Donc, c'est 100... C'est 100 unités d'un carat. C'est 100 fois un carat. On va dire un carat, c'est une pierre que tu as peut-être déjà vue dans ta vie, mais c'est déjà un beau caillou. Donc, 100 carats, ça fait quoi en volume ? Je sais pas, c'est à peu près genre ça, quoi. D'accord, d'accord. Après, j'ai vu aussi du diamant brut, qui est aussi très lourd et très volumineux, mais sans les facettes. Et c'est aussi assez exceptionnel de voir ça. D'accord. Et ça se voit où, ça ? J'aimerais venir avec toi voir un diamant brut. C'est en Afrique qu'on en voit beaucoup ? C'est en Afrique, absolument. C'est qu'en Afrique aujourd'hui ? En Afrique, aussi au Canada. À l'époque, en Russie, là, il y a l'embargo. Mais c'est, on va dire, les principaux endroits où tu vois du diamant brut. Question, est-ce que tout se passe, moi là aussi, dans ce que j'imagine, tout se passe à Anvers ? Est-ce que c'est vrai que tout se passe à Anvers, dans le monde de la joaillerie ou de diamantaire ? Non, c'est vrai qu'il y a il y a une vraie communauté et un vrai centre de taille qui est assez puissant dans le monde, mais le premier centre de taille au monde du diamant, c'est l'Inde. Et pas Anvers. Mais Anvers, c'est aussi un centre important. En Europe, exactement. Est-ce que les diamants naturels vont disparaître pour les diamants de laboratoire Est-ce que c'est... Non, j'espère pas, mais je pense pas. Je pense pas, c'est comme si tu dis... C'est ce qu'il y a de plus incroyable, de plus exceptionnel, c'est la rareté à l'état pur, c'est des millions d'années au centre de la Terre avant que ça remonte à la surface. C'est la magie du diamant, en fait. C'est comme si tu me dis, je sais pas, il y aura plus de luxe un jour. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse, c'est toi qui passes ta vie dans ce monde-là, voir quelle est ta vérité. Toi, tu penses pas à ça, mais est-ce que tu les vois quand même apparaître de plus en plus ? Oui, je les vois apparaître, absolument, et il y a un marché pour tout, mais c'est comme dans l'art, une lithographie, un tableau original, tu vois. Est-ce que la haute joaillerie, que tu maîtrises parfaitement, est uniquement
basé sur un tout petit nombre de clients très fidèles. Est-ce que c'est un tout petit nombre qui va beaucoup acheter ? Alors, la haute joaillerie, c'est beaucoup plus étroit en termes de clientèle. C'est mondial. C'est aussi de plus en plus jeune, parce que dans des pays, on va dire, à forte croissance, il y a des jeunes qui possèdent de l'argent rapidement et aussi qui sont des nouveaux clients qui n'existaient pas avant. Donc, on n'est pas en train de parler à un seul micro-milieu, si c'est ce que tu veux dire. C'est quoi la haute joaillerie ? Ça commence, c'est quoi le prix ? C'est quoi ? C'est un prix moyen ? La haute joaillerie, c'est plutôt comment dirais-je, l'expertise, le savoir-faire qu'il y a derrière, le nombre d'heures, la répétition d'un modèle ou pas. Le côté one of a kind, c'est très exclusif. C'est la rareté des pierres. C'est tout le savoir-faire qu'il y a derrière, un peu comme la haute couture et le prêt-à-porter. Est-ce qu'une femme créatrice est plus jouée sur son image que son travail ? Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est marrant comme question, d'ailleurs, je m'étais jamais posé la question. Moi, oui, je renvoie un univers, pas forcément une image, mais un univers, un goût, comme un directeur artistique aussi d'une maison de mode renvoie un univers. Est-ce que le succès apporte la liberté ? Ah ouais, je pense quand même. C'est vrai, un peu quand même de liberté. Parce que c'est... Mais après, il enferme. Hein. Ouais. Le succès, au début, c'est vrai il y a quelque chose d'enivrant, mais après, on est piégé dans un succès parce que on a réussi, donc quelque part, il faut persévérer, il faut transformer. Il ne faut pas que ce soit un seul coup. Et là, pour le coup, c'est d'autres problématiques qui s'installent. Merci de le préciser, parce que c'est vrai que beaucoup de gens imaginent le succès ou d'ailleurs l'argent, qui sont deux notions différentes, très parfois différentes. Qui peuvent s'associer, mais parfois évidemment ça amène de la liberté, mais comme tu le dis très justement, ça va t'enfermer, ça peut te mettre dans une case en fait. En fait, je peux pas dire que ne pas avoir du succès n'est pas une chance et n'est pas une opportunité dans la vie, mais il faut pas croire que c'est un bien acquis. Toi justement, à quel moment, on reviendra évidemment sur cette création 2005 et beaucoup d'années de travail dur avec ton équipe, avec ton mari. Ouais. Mais avant de revenir là-dessus, à quel moment tu t'es dit, tiens, ce succès dont je te parle là, on peut dire que tu as du succès dans ce que tu fais, à quel moment tu as senti que t'y approchais ? À quelle année ? Après une petite dizaine d'années. Ouais. Allez, 8 ans. Okay. Au bout de 8 ans, mais j'ai travaillé de façon besogneuse un peu dans l'ombre pendant un certain temps parce que j'avais pas une expertise folle, donc j'ai commencé un peu à m'exercer sans forcément à mettre la notoriété. Alors, merci pour ces vérités de ce marché. Donc, merci d'avoir partagé avec nous une vision de professionnel d'un marché qui est peu connu. On va revenir sur cette histoire. En introduction, je disais que toi, tu es né un peu dedans. Tu vois, c'est un peu comme Obélix. Ouais. Tu vois, tu es né dedans. Tu connais ça, c'est parfait. C'est assez un sujet que tu maîtrises bien. À quel moment, dans ta jeunesse, quand tu es avec ton papa André, qui est justement dans ce milieu-là, à quel moment tu t'es dit, tout ça est plus qu'uniquement un métier, c'est une culture, c'est une philosophie. À quel moment tu t'es dit ça ? En fait, c'est un peu comme quand tu regardes ta vie en arrière, tu comprends les choses a posteriori. Enfin, souvent, tu fais des choix dans ta vie et puis après, tu te poses et tu te dis « Ah, mais en fait, j'ai fait ça parce que… » Et quand j'étais jeune, je me suis pas rendu compte. J'ai comme inspiré beaucoup de choses. De mon père, de sa passion, de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup respecté le fait que c'était une première génération, mon père, dans ce milieu très fermé, qui était le trading de diamants. Mais ton père a une histoire incroyable. Oui, il était coursier. Il a commencé par être coursier. Donc vraiment, il a commencé par le bas de l'échelle. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Mais je me suis jamais dit, je vais suivre son travail, je vais faire la même chose que lui. Mais j'ai vraiment inspiré beaucoup de choses qui m'ont justement inspiré pour plus tard. Et justement, plusieurs questions. Ton papa réussit aussi grâce à des rencontres. On parle beaucoup ici de ces rencontres. Des rencontres, justement, il a rencontré quelqu'un, une deuxième personne qui ont fait que sa trajectoire a complètement changé entre coursier et devenir un expert reconnu de la place pendant toutes ces années. Mais toi, justement, à quel moment tu t'es dit, dans ces années-là, tu allais faire ta propre place? À quel moment, on ne va pas dire qu'il fallait tuer son père, tu vois, ce qui est le cas parfois d'un certain nombre de personnes, peut-être moins des filles avec leur papa, mais à quel moment tu t'es dit, comment je vais me positionner dans un monde où, en fait, le diamant, la joaillerie, plutôt qu'il y a le diamant en particulier, était omniprésent dans ta jeunesse? En fait, c'est des choses assez intuitives qui me sont venues. Quand j'ai commencé à avoir une vingtaine d'années, j'ai voulu quelque part lui faire plaisir en allant travailler avec lui pendant 1 an, 2 ans de ma vie pour apprendre et choisir après si ça allait être ma voie ou pas. Et en fait, en travaillant à ses côtés, je me suis rendu compte que son univers, qui était la joaillerie, était un univers très confiné, très codifié, très masculin, très encarqué avec quelque chose de presque secret. Et aujourd'hui, comme à l'époque,
jeune, j'avais une vision jeune et accessible du diamant de par mon père. En fait, finalement, le fait d'avoir touché les diamants, de les avoir mis sur mes doigts, d'avoir considéré ça comme quelque chose de tellement éclatant, mais de proche de moi, de ma peau, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas créer un univers accessible autour de cette pierre qui était dans un carcan? Là, on voit qu'il y a quand même une lignée entre ton papa et toi, le fait que tu aies passé ces années à ses côtés, en tout cas pas loin. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu penses que cette transmission va continuer. Donc, parce que vous avez 2 filles, Noah et Romane, avec Jean-Baptiste, donc ton mari. Est-ce que justement tu les sens être dans l'intérêt de ce que vous faites, de ce que vous créez, parce que là c'est les 2 parents, là aussi c'est un autre sujet. C'est pas que la maman ou le papa qui travaille dans un domaine, c'est que tous les 2, matin, midi et soir, vous respirez, vous vivez, vous aimez votre marque. Eh bien, je les embarque avec moi, en espérant ne pas trop les influencer, mais en fait, je les embarque un peu dans notre univers pour qu'elles comprennent que quoi qu'elles choisissent, il faut qu'elles choisissent quelque chose qui les habite dans le cœur, qui les passionne, parce que je crois que son père et moi, on est passionnés par ce qu'on fait, et on est des grands travailleurs. Donc en fait, dès que je peux, je les entremêle un peu à ma vie professionnelle. Ça, c'est une chance aussi que j'ai de pouvoir les prendre avec moi. Vous les amenez un peu. Parfois, on a des voyages. À l'étranger, on va ouvrir une boutique. C'est pendant les vacances scolaires. Je les prends avec moi. Quand même, pendant les vacances scolaires. Parce qu'ils ont 12 et 14 ans, donc il faut faire un peu attention. On est réglo sur les vacances. C'est les vacances. D'accord. Ici, tu sais, il y a des pauses amicales ou des pauses familiales, des gens qui t'aiment beaucoup, qui vont te poser des questions. Donc voilà, attends ces questions. Donc, on va écouter la première. Là, on va parler justement de relations importantes avec ses enfants et aussi par rapport à ce que doit représenter ou ce que représente la femme, ce que toi tu mets en avant. Et voilà, tu as réussi, tu es une femme dans un milieu, comme tu as dit, qui est souvent masculin. On écoute cette question d'une amie commune qui s'appelle Ophélie Meunier. Hello ma Valérie, c'est Ophélie. Je suis très heureuse de pouvoir t'adresser ce petit clin d'œil amical et d'avoir quelques secondes pour dire à quel point déjà tu es une femme extraordinaire. Tu es un exemple de femme pour nous toutes et pour nos filles. On sait, toi et moi, à quel point l'empowerment féminin est un combat auquel on tient. On veut que toutes les femmes de cette terre soient épanouies et indépendantes, toutes. Tu es un rôle modèle et merci pour ça. Et donc voilà ma petite question. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes 2 puces d'amour et à la mienne? Quel est ton conseil pour nos filles pour qu'elles puissent l'emporter avec elles pour la construction de leur avenir? Belle question. Et puis un petit clin d'œil supplémentaire, si j'en ai le temps. Je sais à quel point tu es pudique, humble, malgré ton parcours et ta réussite exceptionnelle. Venir à un micro pour parler de toi, je te connais. Je sais que tu préfères mettre en avant ton travail plus que ton histoire ou ta personnalité. Alors, est-ce que ça va, là? Comment tu te sens? Est-ce que tu tiens le coup? Elle va me faire face pleurer. aux questions d'Alexandre. Allez, je t'embrasse et je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort, ma Ophélie. Écoute, t'as raison, c'est pas ma spécialité, mais même si ça fait partie de mon exercice aujourd'hui dans mon travail, mais je suis dans un cocon avec beaucoup de bienveillance et je suis avec Alexandre, donc je suis bien. Ça, on est bon. Ophélie, tout va bien. Ça va. Je m'en occupe bien. Ne t'inquiète pas, Ophélie, je m'en occupe bien. Donc, pour en revenir à ta question, oui, c'est vrai. Si j'avais quelque chose à dire à nos filles, c'est l'indépendance, en fait. Je pense que c'est important de choisir sa voie avec passion, parce que tous les jours, on se lève et une grosse partie de notre vie, on la passe à notre travail. Donc, c'est pour ça que je ne voudrais pas que mes filles se mettent dans mes pas si ce n'est pas quelque chose, entre guillemets, qui vienne de leur cœur et qui les habite vraiment profondément. Parce que je pense que ce serait vraiment pas un cadeau que de leur faire, même si forcément, on a toujours un peu envie que quelque part, le travail qu'on a fait succède à nos enfants et d'être vraiment indépendant. Financière, tu veux dire? Ouais. D'accord, financièrement indépendante. Financièrement indépendante, parce que c'est vrai que l'indépendance financière, c'est de savoir, ça te permet de faire tes vrais choix et de pas être obligé de suivre les choix de quelqu'un d'autre. Exactement. Essentiel. Merci de le préciser à nouveau, ce qui n'est pas non plus facile parce qu'on est dans un monde assez patriarcal où souvent c'est l'homme qui va décider, qui va diriger les entreprises. Ça évolue bien, mais... Ça évolue bien grâce à des lois, on en parle souvent ici, il y a des lois qui ont été essentielles, qui ont été mises, c'est pour ça que la législation est essentielle pour faire changer les choses. On parle toujours de la loi Copy-Zimmermann qui a été essentielle, la loi Rixin, donc là aussi, les politiques ont bien fait les choses. Parfois on dit que les politiques peuvent faire plus, mais en tout cas là, ils ont bien fait leur travail. Il faut légiférer pour qu'en effet, les femmes soient ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire on va dire plus que l'égal de l'homme, c'est ça? Minimal égal de l'homme. On parle de tes filles, on parle de la famille. C'est important ici de parler de la famille, puisque
on est tous la conséquence de certains traumas qu'on a pu connaître, avoir dans nos vies, qui sont, et c'est ceci, ça, le principe de Pause, c'est qu'on se dise la vérité, et la vérité, elle n'est pas toujours aussi rose et facile. Toi comme moi, tes parents ont divorcé assez jeunes, moi aussi, puisque ton papa et ta maman se sont séparés. Tu as beaucoup passé de temps, t'aimes beaucoup ton papa, mais tu adores ta maman. Et puis, ton papa et ta maman avaient eu un autre enfant, ton frère, qui est là aussi, que tu aimes d'amour, qui s'appelle Alexandre, qui, lui, est sur le spectre, en fait, a des problèmes psychomoteurs. Donc, ça aussi, ça t'a certainement aussi beaucoup influencé, ou en tout cas certainement fait voir la vie de manière totalement différente, puisque tu en es très proche aujourd'hui d'Alexandre. Justement, qu'est-ce que ça comme sujet dans ton enfance, de vivre un divorce, une croissance différente de ton petit frère, ça donne quoi des années après ? Ça donne tout, je pense. Je crois tellement les racines de ton enfance, c'est comme un arbre, c'est ce qui fait que tu crois d'une certaine manière. Et les blessures, les doutes, l'insécurité, ça fait partie de ma construction personnelle. J'ai eu la chance de naître en bonne santé mentale et physique. Mon frère, 2 ans après moi, non. Donc, je me suis dit, allez, il n'y a pas d'autre option que de réussir et de lui montrer que je vais réussir quelque part pour 2. Parce que forcément, les moqueries quand t'es jeune, parce que voilà, un retardé mental, parce que les enfants peuvent être aussi un peu cruels. Donc ça t'attaque dans l'estomac. T'essayais de le défendre, t'étais... Oui, alors moi j'étais pas... Grande sœur, toi. Je suis une grande sœur, donc j'étais protectrice, j'étais plutôt enveloppante, mon caractère est plutôt bienveillant, même si je suis quelqu'un qui avance. Mais c'est clair que la personne que je suis, je lui dois beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et tu sais, c'est quoi sa plus belle phrase à lui ? La vie est belle. Donc quand tu vis avec tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. La vie est belle toute la journée. C'est vrai que t'as souvent le sourire, toi ? Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Je pense que c'est dans mon ADN. Ouais. Et ça vient d'un trauma. Ouais, exactement. On en a tous beaucoup. On va continuer les pauses. Alors là, attention, parce que ça va être de plus en plus... Ça, c'est pas de plus en plus. Mais en tout cas... Tu vas voir, c'est des gens au nouveau que je te dis qui t'aiment beaucoup, qui te posent une question. Là, on n'est plus sur une pause amicale, on est sur une pause familiale. Tu vas facilement reconnaître sa voix. On parle de ta maman. Oh non. Ma Valérie, je voulais te demander depuis longtemps, ai-je été une bonne mère quand tu étais petite, dans les difficultés que nous avons vécues depuis la naissance de ton frère. Je t'aime, ma fille. C'est dur. Touché en plein cœur. Là, j'avoue que... J'arrive même plus à te regarder, je sais que c'est dur, parce que c'est dur. Même pour moi, c'est dur. Ouais. Donc, Ah ouais, touché en plein cœur, là. Ouais, mais c'est super, super. Non, mais c'est intéressant de montrer aussi toutes les facettes. Et on vit avec nos mamans, nos papas. Tellement. Et là, on est une famille divorcée. Moi, je parle de la mienne, même chose. Et j'aime les deux. Et maman a été essentielle dans ma vie, quoi. En fait, je parle tellement de mon père. Parce que forcément, c'est le boulot, c'est le travail. Mais en fait, je suis la personne que je suis aussi dans mes valeurs d'éducation, dans mes racines, dans mes valeurs humaines, beaucoup par ma maman. Parce que enveloppante, aimante, j'ai été plus qu'aimée. Et je pense que quand t'es un enfant et que t'es aimé... Il faut faire ce que vous faites avec Noah Roman. Donner toujours plus d'amour que nécessaire. L'amour, et il faut être ultra généreux. Il vaut mieux étouffer d'amour que d'indifférence ou de pudeur. Et il ne faut pas hésiter. Je sais que parfois on peut être pudique sur l'amour qu'on peut avoir à ses enfants en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Mais franchement, moi, je sais que la puissance que j'ai, la force que j'ai et l'équilibre que j'ai, je la dois à ma mère. Et je pense que c'est un super message, parce que quand elle te dit j'ai été une bonne mère, je pense qu'on n'a même pas besoin de répondre à la question. Oui, c'est sûr. Et en plus qu'elle ait joué le jeu, parce qu'elle est hyper pudique, elle prend pas la parole et tout, ça me touche aussi. Et parce que ça, c'est vrai que souvent, elle a toujours bien vécu. Alors c'est vrai que ton nom de famille est celui de ton papa, puisque c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays, puisque tu prends souvent le nom du père. Est-ce que ça, quand elle, justement, tu étais très associée, aujourd'hui tu es très souvent associée à ton papa, parce que tu es dans le même domaine que lui, est-ce que parfois elle t'a dit moi aussi j'existe Non, parce qu'elle n'est pas comme ça, mais je pense qu'au fond elle doit de temps en temps. C'est pour ça que je pense que là... on le redit une fois. Maman, je t'aime. Voilà, parfait. On est parti. Revenons un peu plus tôt, parce que là on est arrivé déjà dans les 2005 quand tu crées la marque. Ouais. Moi, ça m'intéresse de venir un peu plus tôt.
quand tu es encore sur les bancs de l'école. Alors là, je te trouve faire encore une fois un pas de côté, puisque tu vas au CELSA, qui est une école plutôt de communication, de marketing à Paris. Parce que là, tu te dis aussi à toi, tu as une idée de quoi si je t'avais rencontré à 18 ans, même à 15 ans, la Valérie, à l'époque, elle voulait faire quoi ? Moi, dans ma tête, je me prédisposais plutôt, alors 15 ans, je sais pas si je savais, mais on va dire 18 ans, plutôt dans une agence de pub. Parce que je suis un peu les enfants de la pub. Je regardais les pubs à la télé comme si c'était... Ouais, c'était vraiment... Donc CELSA, ça faisait sens. Pour ceux qui connaissent pas CELSA, c'est une des certainement écoles, si ce n'est l'école, qui t'amène normalement le plus facilement dans ce milieu de la publicité. Et j'ai travaillé dans EuroSCG, Jacques Seguela, qui était aussi quelqu'un que j'ai pu rencontrer après dans ma carrière et qui m'a dit une phrase aussi qui m'a marquée. Donc en fait, je me prédestinais. Tu t'en souviens de la phrase ? Oui. Parce qu'en fait, je suis allée le voir et c'était justement après 7 ans, 8 ans. Je disais, un professionnel, j'ai la chance d'avoir un entretien avec un professionnel comme vous de la communication et de l'image. Dites-moi franchement, les mauvais pas, qu'est-ce que je fais ? Donc je suis venue avec mes catalogues, mes trucs, mes produits. Je suis avec tout mon truc, ça a duré pas très longtemps, une petite demi-heure, mais rapidement, au bout d'un quart d'heure, il a dit franchement, bravo, je vous félicite, vous faites très bien les choses. Par contre, il vous manque un temple. Il est où votre temple ? Et j'avais pas de boutique à l'époque, parce que j'étais distribuée en multimarque. Il me dit, c'est hyper important, tant que vous n'avez pas votre temple, vous pouvez pas asseoir votre histoire. C'est cette année dont tu parlais tout à l'heure, 2013, quand vous allez ouvrir votre première marque, première boutique, absolument. À Paris. Mais si on revient là, on est sur la publicité, ce que tu aimais faire, ou tu pensais faire quand tu étais évidemment dans tes études au CELSA. Mais la jeune... petite Valérie, c'était quoi son rêve? T'avais un rêve comme quelque chose, tu dis j'aimerais faire ça comme métier? Je sais pas, j'adorais danser, Tu dansais beaucoup? J'aimais bien la danse, je me voyais pas comme danseuse, mais je me voyais un peu dans quelque chose d'artistique. La musique, j'ai tout le temps dans ma chambre enfermée en train d'écouter. Et plutôt des bonnes notes, t'avais des notes moyennes? Ouais, non, j'étais très sérieuse. Tu dis sérieuse? Par contre, j'étais besogneuse. C'est pas que j'avais pas que le talent, quoi. Non, j'y allais. T'expliques ça à tes filles? Ah oui. Surtout en ce moment, c'est d'actualité. Il faut travailler, Absolument. On arrive, donc tu rentres, tu disais tout à l'heure, pour travailler avec ton papa. Et là, il va se passer plusieurs choses, dont le lancement de ta marque. Oui. Je devrais dire votre marque, parce que tu ne la lances pas tout seul ou toute seule, cette marque-là. Et là, tu rencontres quelqu'un. Moi, j'adore cette histoire. Raconte-moi qui tu rencontres, parce qu'il faut quand même que les auditeurs se rendent compte de ce qui s'est passé. Toi, tu débauches le stagiaire de ton papa. Je me disais, mais où est-ce qu'il veut en venir? Mais oui, tu sais très bien où il veut en venir. C'est ça, bravo. Exactement. Bravo. La fille du papa va... Bon, je sais C'était audacieux. Je sais pas pour des deux côtés. Lui, il devait être comme ça. Alors, là, on parle de Jean-Baptiste qui est devenu ton mari. Donc, on est sur du lourd, là. On est sur du très lourd. Et effectivement, on a monté ça. On était 4 au début autour d'une table. Aurélie, qui est mon amie, on va dire, de jeunesse, avec qui j'ai fait les 400 coups, et notamment le CELSA. Nous, on avait plus une appétence marketing, communication. Et avec mon cousin, qui était plus... qui a 10 ans de plus que moi, et qui était plus dans la partie artistique avec moi. Et à nous 4, j'avoue qu'on a complété les compétences et les failles de chacun. Donc en fait, on s'est fait, on va dire, la bonne cuisine, et ils sont toujours là. Les 4 sont là? Ouais. C'est assez rare, ça. Ouais. Et donc cette rencontre-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'amour dans tout ça. J'ai compris qu'il avait quand même pas mal cravaché, Jean-Baptiste, qui est une personne exceptionnelle. Je laisserai. Mais je vois qu'il a pas mal cravaché, puisque tu étais en couple, il faut dire aussi ce qui se passe. Donc c'était pas non plus hyper facile. Donc il a quand même travailler dur. Il est très, 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 très volontaire, très fort. Quand il veut quelque chose, il arrive bien à rendre les choses possibles. C'est quelque chose que j'admire beaucoup, ça, chez lui. Ouais, il est assez exceptionnel. Donc là, on est ces premières années. Comment vous pouvez, à 4, vous dire, tiens, il y a une sorte de Everest là, et on va le monter Est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous doutiez ou pas du tout? Non, en fait, il y avait beaucoup d'inconscience. On ne s'est pas du tout dit, nous allons monter l'Everest. Ouais. Non. On nous a dit, tiens, il y a un truc à faire. On a fait petit à petit, et puis progressivement, on s'est rendu compte, mais quand même, ça a pas mal d'impact ce qu'on fait. Ça veut dire que ça résonne bien. On est arrivé au bon moment, avec le bon concept, le bon ton, la bonne offre produit et la bonne communication. C'est quoi le concept en 2005? Le concept, c'est, en fait... Je suis une femme ou un homme, mais je suis une femme. Je ne vais pas attendre
la bague de fiançailles, la sempiternelle bague de fiançailles que mon mari va m'offrir un jour pour m'acheter un bijou en diamant. Donc quelque part, je commence des bijoux entre 500 et 5000 euros, qui est un peu l'offre, on va dire, à l'époque, maintenant le monde a changé, mais à l'époque très faible en termes de produits diamants. Là-dedans, il y avait comme un trou. Et qui pouvait presque concurrencer le sac à main des marques, tu sais, qui commençaient à devenir un peu cher, etc. Donc je peux me faire plaisir, je peux me faire un reward, je peux même avoir des copines qui m'offrent ça en cadeau de, je sais pas, 20, 30 ans, parce que quelque part, on a désacralisé, on a enlevé de son piédestal comme quoi cette pierre, c'était que pour des occasions sacrées, mariage, naissance, etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus récurrent, en tout cas, pas un événement par an ou tous les 5 ans sur lequel c'est quelque chose qu'on s'achète faire plaisir. Comme pour un... Personne ne faisait ça. Bah, c'était pas du tout, c'était pas du tout dans les codes. Il y a plus de 20 ans de ça, donc c'est pas hier. Et quand tu montes ça, quand tu as cette idée-là, tu tapes à la porte d'André, là, tu pars de ton papa, tu tapes à la porte, il te dit, les bras ouverts, il te dit bien sûr, il te dit, tu restes avec moi, ma fille, tu bosses avec moi. Il a eu après, t'as 4 demi-frères. C'est plus mitigé, Donc il y a aussi une fratrie. C'est plus mitigé. Alors mes frères de la deuxième fratrie avec la nouvelle femme de mon père, elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc à l'époque, il y a 20 ans, mon frère a 30 ans, il avait 20 ans de moins, donc il était petit. Il me dit, écoute, c'est super, mais vas-y mollo. Vas-y mollo, parce que tu connais pas, tu peux pas t'improviser, c'est un métier quand même très codifié, etc., avec une certaine expertise. Et puis moi, mon nom aussi est un peu connu. Donc ne fais pas de... Tu vois, ne merde pas, c'est voilà. Donc on aurait pu appeler la marque Pétaouchnok, n'importe quoi, mais en fait, on voulait pas mentir. On s'est dit, de toute façon, et j'ai pas appelé la marque Valérie Messika. C'est pas une marque de créatrice. Pour moi, même si c'est moi qui suis aujourd'hui le porte-parole, je pense très sincèrement que cette maison a les capacités et les racines assez solides pour vivre bien en dehors de moi. C'est juste que moi, j'ai lancé quelque chose parce que je représente une femme de mon époque, mais les racines diamantaires, l'expertise autour de cette maison est bien au-delà de moi. Mais justement, t'as hésité à un moment de changer de nom ou d'avoir un autre nom ? Non. Dans les 4, quand vous étiez tous les 4, vous avez dû réfléchir à d'autres noms. Un petit peu, mais des noms... C'est quoi alors le nom qui était à la fin de c'était des noms farfelus. Cassemi. Je t'avoue que je me rappelle même pas, mais c'était pas des mots à l'envers. C'était des mots un peu plus glam, mais qui voulaient pas dire grand-chose. Donc, c'est ça qui est. Donc, papa regarde la chose en disant prends ton temps, mais toi, tu. Et dans notre métier, c'est souvent des noms de famille. Monsieur Cartier, Monsieur Boucheron. On ne se rend pas compte de ça. C'est vrai que tous, ou quasiment tous, c'est à chaque fois un nom de famille. Un nom de famille au départ. Ouais. Donc ça fait sens. C'est aussi une tradition. C'est une tradition. Donc on parle d'inconscience. Toi, cette inconscience, tu l'as gardée pendant des années, même quand la crise de subprime arrive, 2 ans après que vous vous lancez, là, ça devient compliqué. Est-ce que c'est quand on se doute ? Tu fais partie de ces gens qui doutent ? Tous les jours. D'accord. C'est vraiment ça, je doute tous les jours. Mais je suis assez constructive avec mes doutes. Je tisse avec, je les connais, et quelque part, ça me fait avancer. Tu n'es pas stressé, toi ? Alors ça me fait stresser, bien évidemment, mais disons que me connaissant, c'est aussi un moteur pour moi de remise en question perpétuelle. Parce que je ne suis pas enclin à m'auto-congratuler toute la journée dans mes convictions. Quand tu montes dans un domaine quand même assez structuré, assez régulé, tu arrives à peine 30 ans, tu montes quelque chose avec 3 autres qui ne sont pas plus âgés. Les gens te voient comment à ce moment-là ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un sujet, les jeunes, quand tu montes quelque chose quand tu es jeune, moi je l'ai vécu, les gens te disent, bon, attends 10 ans, ce sera mieux dans 10 ans, on n'a pas vraiment confiance en toi. Et toi, au-dessus de ça, tu rajoutes le fait que tu sois une femme. Lequel des deux a été le plus compliqué pendant ces années-là ? Ça l'a été ou tu l'as pas du tout senti ? Ou les gens ne te disaient pas ? Je pense que les gens ne le disaient pas. Et j'avoue que j'étais dans ma bulle, bien concentrée, donc j'ai pas senti ça. Après, je pense que le fait que j'étais une femme était un atout. Parce que quelque part, ça n'existait pas, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la profession. Et c'était au moment où la société commençait à changer. Et je me rappelle de certaines femmes, même autour de la place Vendôme, qui n'existaient pas, qui après ont commencé à arriver pour montrer que le métier était en train de se féminiser un peu. Et je pense que j'étais vraiment partie des premières. Il y avait Victoire de Castellane qui venait d'arriver chez Dior. Mais sinon, c'était très, très masculin. Directeur artistique de Dior. Mais ça, c'est quelque chose où toi, tu as vécu. On parle évidemment souvent ici, quand j'ai des invités du monde du cinéma, de ce MeToo qui était quand même extrêmement connu et vu. Et toi, ça a été aussi quelque chose, tu as eu souvent, ou au bout d'un moment, tu as eu l'habitude de remarques déplacées dessus, ou en fait, tu dis pas trop. Franchement, pas du tout. Franchement, ou alors j'ai une capacité à occulter les choses négatives, mais je n'ai pas de souvenir de quelque chose de négatif. D'accord.
Donc toi, tu vois ça plutôt comme une chance, parce que marketingment parlant, tu étais la première en fait. Ouais. Donc je pense que ça a été vraiment un atout. Et aussi dans ma manière de manager les gens, de donner mon ADN, le fait d'être une femme, ça fait ça fait les choses différentes. On va continuer les pauses. Cette fois-ci, on refait une pause amicale. Quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître quand j'habitais aux États-Unis, que j'aime énormément, qui est un grand fan et qui, en plus, grand fan de vous, de toi, de Jean-Baptiste, de la marque. Et puis en plus, je crois que maintenant, il travaille aussi beaucoup avec vous aux États-Unis. On parle d'Alain Bernard. Tu l'as reconnu, la question d'Alain. J'adore. Salut Val, salut Alex. Je me réjouis de vous savoir tous les deux ensemble. Je suis sûr que vous kiffez votre conversation. J'ai hâte de l'écouter lors d'un de mes prochains runs, évidemment. Val, ma question est très simple pour toi. Il n'y a pas très longtemps, lors d'un de nos échanges WhatsApp où, comme j'aime le faire, je remontais à la source, c'est-à-dire à toi, pour savoir ce que tu avais vraiment dit aux équipes. Val a dit. Pour que nous, derrière les petites mains, nous puissions travailler correctement. Et dans un contexte qui est parfois un peu compliqué, c'est normal, la boîte bouge beaucoup. Tu m'as écrit « T'inquiète pas mon Alain, je suis plus forte que ce que j'en ai l'air ». C'est vrai. Eh bien écoute, j'aimerais savoir ce que tu as vraiment voulu dire par là. Merci, je vous embrasse tous les deux, bye. Je t'adore. On peut rien ne t'échappe. En plus, cette conversation ne date pas d'il y a très longtemps. Donc, très updatée. Parce que tu as Valadi, qui arrive souvent, ce qui peut arriver souvent dans les entreprises qui sont par un leader incarné, qui incarne la marque. C'est toi qui va être créatrice, qui va être patronne avec Jean-Baptiste, mais tu vas représenter. Donc les gens vont dire « Hop, Valadi ». Et si tu dois croire à ça, tu actes. Ce qu'il voulait parler est intéressant. Il dit « Ne t'inquiète pas, je suis plus forte ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En fait, je ne sais plus exactement ce que j'ai voulu lui dire, mais dans cette phase de croissance d'entreprise, où chacun y va de son petit goût personnel ou de son opinion, où tu dois absolument tenir les rênes pour que ça reste hyper aligné avec ton ADN. Je voulais lui dire... T'inquiète, je tiens, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même tendance à arrondir les angles, à être assez douce, à être assez empathique dans mon mode de management. Et donc là, c'était pour lui rappeler que... Quand il faut être carré, tu seras carré. Je suis là. Je suis là et je veille à ce que quand même les choses ne dérivent pas. Même sous mon apparence, parfois un peu douce. Ouais, exactement. Et tu le sais, ça ? Ouais. T'en joues parfois ? Non, mais c'est ma nature. C'est ta nature. Par contre, je me travaille pour rectifier. Un peu moins. C'est comme si, tu sais, souvent on te dit, t'arrives des choses pour que tu travailles sur tes faiblesses. Moi, cette boîte, toute la journée, elle me coach pour m'aligner parfaitement avec moi-même et montrer aux autres que c'est moi la boss. Mais est-ce que, justement, là tu parles de la boss, est-ce que ton binôme que tu fais justement avec Jean-Baptiste permet lui d'être, parce qu'il m'a pas l'air non plus d'être extrêmement dur. Est-ce que lui, il essaie d'être un peu plus dur ? Il essaie de faire le yin que quand tu fais le yang ? Alors, il est un peu plus dur que moi, mais c'est vrai qu'il est quand même assez... oui, ça m'a pas l'air... Et j'ai connu plus dur quand même. Ouais. Non, mais par contre, il est très complémentaire de moi, dans le sens où il aime bien... Moi, je vais réfléchir, je vais être dans la maturation, lui, par contre, c'est un fonceur. Donc, entre nous deux, quand on s'écoute, on arrive à trouver le bon tempo, tu vois. On parle de quelque chose que tu adores, ce qui est la création, parce que, encore une fois, le succès de ta marque, c'est aussi dans la création, dans les choses que tu as faites différemment. Parlons de la création. Même chose pour les gens qui nous écoutent. La création, parfois, c'est à nouveau quelque chose d'un peu peu pas tangible. Ouais. Voilà. Et pour moi, ça l'est, d'accord. Donc, moi, je suis toujours passionné par les gens qui... Moi, j'ai une vraie création entrepreneuriale. Je peux créer des entreprises, je sais faire, je comprends. Mais la création qui est la tienne, je me pose toujours la question, elle se passe comment, quand toi, tu dis souvent, c'est dans des voyages, de la musique, des films. C'est à des moments... Donne-nous un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé des dernières années, si tu dis des choses qui... Une bague, un élément que tu as fait en disant juste, ça a été pensé, ça a été imaginé à ce moment-là. En fait, c'est comme si je respire. C'est très difficile pour moi de te donner un exemple concret, parce qu'en fait, c'est comme si mes yeux deviennent un peu un ordinateur. Je peux voir là cette ampoule, ce firmament. Je te vois toi, et puis quand je vais rentrer le soir, cette ampoule va me refaire penser à quelque chose que je vais mélanger avec un de mes codes, un de mes bijoux, parce que je trouve que c'est vraiment, ça lui va super bien. J'ai l'idée, je la fais tout de suite activer, mais ça peut être dans mon lit le soir, ça peut être en courant. C'est vraiment, tout le temps, quoi. C'est complètement anarchique comme processus. Ça me vient comme ça, en fait. Et quand donc, reprenons pour les gens qui nous écoutent, tu as cette idée-là, voilà, ce soir, après avoir passé ce moment-là ensemble, avec c'est cette ampoule-là, les gars. Cette ampoule-là, ça va créer un bijou, je ne sais pas lequel, voilà. Et notre discussion, les deux ensemble, voilà.
tu rentres, comment ça se passe? Tu sketches quelque chose? Non. Comment tu fais après? Non, c'est une idée, je prends des notes, et après je le retranscris le lendemain, je parle avec mes équipes. Et qui est dans ton équipe avec qui tu parlais de ça? Quelle est la personne qui... Sur le dessin, Sur le dessin, j'ai une équipe de dessinatrices avec moi. Donc tu vas demain matin, tu vas les voir, tu dis est-ce qu'on peut se voir? Et là, ta note, tu vas... Alors, direct. Et de ça, ils vont... Oui. Dessiner quelque chose. Ouais. Et comment ça se passe après? Donc après, toi, tu vas valider, pas valider. Après, le dessin n'est juste qu'une idée. Okay. Le processus créatif, c'est tout un très long parcours. Le dessin, c'est de la 2D. Et au fur et à mesure, il y a plein tu sais, tu as déjà fait un appartement. Oui. Tu vois ce que c'est quand tu vas dire, voilà, je veux que ça. Mais en fait, à partir du moment où tu le fais vraiment, ton idée de base, elle évolue dans le process avec les contraintes, avec ta vie. Donc en fait... l'ergonomie du bijou, la souplesse, l'emmaillement, les épaisseurs, le réalisme de l'idée. Tout ça combien de temps ça peut prendre, ça? Ça peut prendre en moyenne des mois et même parfois des années. D'accord. Il y a des collections... Donc en ce moment, tu as en parallèle tout un tas de pas de produits Moi, j'ai un cerveau comme, tu sais, sur ton ordinateur, quand tu as plein de fenêtres qui sont ouvertes en même temps. J'en ai beaucoup, moi. Et en fait, toi, c'est ton cerveau. Moi, c'est mon cerveau, mais comme plein de gens, en fait, c'est-à-dire que j'ai plusieurs fenêtres. Tu les fermes quand même? De temps en temps, il faut. Mais tu vois, c'est ce côté un peu fenêtre ouverte, ça reste là, et tu le réactives. Et en ce moment, tu as un de ces bijoux sur lesquels tu travailles, qui est là, qui est celui qui revient le plus souvent? Bijoux, mais ça peut être aussi une campagne, une égérie, ça peut être... c'est ça, en plus toi, on va le voir. Le spectre de la création ne s'arrête vraiment pas du tout aux bijoux. Et justement, ça te fait plaisir, toi, que ça ne s'arrête pas qu'aux bijoux? Tu penses que ta créativité, elle est bien plus importante que ça? Je pense que le succès de la maison est lié au fait que je ne suis pas seulement quelqu'un qui conçoit des bijoux, mais qui conçoit l'univers, comment dirais-je, tout ce qui va autour. Donc demain, tu pourrais designer un hôtel? Ah ouais, j'adorerais. Enfin, je pourrais, j'espère. C'est un message. Ouais. On a, moi, quelqu'un qui est venu ici il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Christian Louboutin. Oui, je sais, on nous a sollicité au Moyen-Orient. Ils font pas mal ça d'ailleurs avec des... Et voilà, il a des... Mais pourquoi pas un jour? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est possible. Donc voilà, pour tous les gens qui ont des hôtels, plutôt assez high-end, je pense que vous pouvez peut-être aller taper à la porte de Valérie. On continue sur ce sujet de création. Assez tôt dans la création de ta marque, vous lancez Move, qui est certainement encore aujourd'hui peut-être la collection la plus connue, non? Oui, c'est vraiment... Ce qui fait, on est en 2009, on est assez... Non, on est, 20 ans l'année prochaine, 2007. Donc assez rapidement, en fait, le Move apparaît et c'est... En fait, je me suis rendu compte qu'on devenait une marque à partir du moment où j'ai vu des gens qui, quand ils voyaient le bijou, le motif, reconnaissaient, disaient « Ah, ça, j'ai déjà vu ». Mais ils n'avaient pas forcément le nom de la marque en tête. Donc ça veut dire qu'on avait touché une iconographie qui était reconnaissable. Et après, quand j'ai réussi à le stretcher dans plein d'autres formats, univers masculin, haute joaillerie, etc., là, je me suis vraiment dit, on a un bijou iconique. T'as un bijou iconique, et comment tu sors justement de ce bijou iconique pour dire il n'y en a pas qu'un? On ne peut pas faire... mais c'est pas Move, c'est plus large que ça. Comment tu arrives à faire ça? La haute joaillerie, par exemple, c'est un territoire d'expression où j'ai vraiment monté le propos, fait des pièces de plus en plus exceptionnelles avec des pierres exceptionnelles. J'ai d'autres collections, comme la My Twin, c'est les 2 diamants qu'on pose sur le doigt, un peu comme mes souvenirs d'enfance avec une poire et une taille émeraude qui viennent négligemment se poser autour du doigt comme si elles s'envolaient. Qu'est-ce que tu as en ce moment? Là, j'ai Glamazone. C'est une collection qui est assez iconique aussi de la maison. Tout est iconique, en fait. En fait, elle est moins iconique. C'est juste que pour moi, elle est importante parce que c'est Beyoncé qui est tombée amoureuse de cette bague. Désolé. Excuse-moi. Voilà. D'accord. Donc pour moi, elle est iconique, mais elle est moins, effectivement, peut-être reconnaissable que le Move. D'accord. Donc, on parlait des boutiques tout à l'heure, on parlait des boutiques à travers Jacques Ségala qui disait il faut un temple. Ouais. Donc là, on est en 2013. Oui. C'est un point important, tu as hésité, tu t'es dit c'est une évidence, c'était compliqué à trouver les financements pour ça. Encore une fois, comprenons bien, ce qui est aujourd'hui ta marque est très différent de ce qui c'était il y a 15 ans de ça. Oui. Vous étiez une petite marque avec dizaines de personnes, donc on est bien loin de ce que vous avez réussi à créer au bout de ces années. Donc c'était un choix évident pour toi ou... En fait, c'est comme si les gens dans ta vie ou dans ton chemin te disent les choses que tu dois, si tu es capable de les entendre. Parce que parfois, tu as des gens qui tu leur dis, ils n'entendent pas. Et en fait, c'est comme s'il avait dit ça au bon moment où j'étais prête à l'entendre. Et quand je suis sortie de son bureau, je suis ressortie avec la force de me dire, ok, c'est bon, on va la faire. C'était le bon moment pour moi. Pour toi, une évidence.
Et quels sont les enjeux justement de ces années-là, des années 2010 ? La visibilité, effectivement, la distribution. Et là, pour le coup, c'est vrai que mon coéquipier de jeu, qui est mon mari, est très fort. Il sait exactement où, même quand on pénètre un marché, un pays, les bons acteurs à toucher, les bons emplacements. Donc en fait, c'est le positionnement, c'est-à-dire ne pas se retrouver par exemple dans un mall ou même Galerie Lafayette Printemps, savoir qui est ton voisin, l'achalandage, le bon produit, les bons réflexes, quoi. Et ça, c'est une force parce que moi, je pouvais me concentrer sur là où j'étais la plus forte, qui était effectivement la création. Et la communication, de sujets que tu maîtrises très bien. Je ne vais pas revenir trop sur justement un truc un peu plus technique, sur le nombre de boutiques. Je crois que vous êtes maintenant dans plus d'une centaine de boutiques et 550 revendeurs. Exactement. Donc, boutique, vous avez soit à vous allez pouvoir, moi je me souviens, je t'avais envoyé un message, j'étais à l'autre bout du monde il y a un an à Sydney, je voyais dans un mall, et je me dis c'est génial de voir. Tu vois, même à Sydney. Bien sûr, moi je suis étant amoureux de la France et des talents français que nous avons, dès que je vois des choses qui réussissent à l'instant, j'étais très heureux, je t'avais envoyé un message, je dis bravo. Merci. Donc ça c'était une boutique en propre, tu as aussi du multimarque, donc, et puis après vous êtes distribué. Et tu as des boutiques qui sont franchisées. Tu as des boutiques qui sont franchisées. La boutique de Sydney, elle n'est pas à nous. Elle n'est pas à vous. Désolée. Dommage. Et tu sais combien vous avez qui sont à vous maintenant des boutiques ? Oui, 35% sur les... D'accord. Donc ça, c'est un objectif de continuer à grandir. Continuer à grandir, plutôt les vôtres ou plutôt les franchises ou... Un peu les deux. Un peu tout. En fonction du marché. Si on voit que c'est un marché qui a besoin d'une expertise locale, on avise. En parlant de marché, on voit évidemment tout un tas de marchés intéressants. Il y a des marchés qui sont un petit peu fermés, et des marchés qui sont ouverts. On parle par exemple du Middle East, là, ce qu'on appelle le GCC, donc cette région qui est de plus en plus importante pour beaucoup de marques. Pour toi aussi, pour vous, elle est très importante. Vous arrivez à assez bien pénétrer. On parle de l'Arabie Saoudite, on parle des Émirats Arabes Unis, on parle de toute cette partie-là. Est-ce que c'est une partie importante pour vous ? Pour nous, en fait, ça a été le marché à l'export, le premier qui nous a fait confiance. C'est notre premier, ça fait 13 ans qu'on travaille avec les meilleurs partenaires qui sont spécialisés dans l'horlogerie et la joaillerie. Donc là, c'est forcément des importateurs qui vont vous aider là-bas. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et ils ont voulu ouvrir, ça a été les premiers à vouloir ouvrir des boutiques. C'est-à-dire qu'ils ont eu confiance en nous. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était exactement ce que leur marché attendait. Une proposition différente. Eux, ils adorent les bijoux. Ça fait partie de leur culture, de leur même fréquence d'achat tout au long de l'année, pendant les fêtes, les célébrations, les mariages, tout ça. Et donc, en fait, quelque part, ils étaient mûrs pour... Et c'est toujours le même partenaire qui vous aide depuis le premier jour ? C'est la famille Chalop ? C'est laquelle ? Non, c'est Sediki. D'accord. Sediki pour tout ce qui est Dubaï, Émirats Arabes Unis, et Ali Ben Ali pour les autres. D'accord. Donc c'est des gens qui vous ont fait confiance et qui continuent avec vous depuis des années. Et qui sont contents, et nous aussi on est contents. Et donc pour vous, ça c'est une région importante. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'Inde. Est-ce que c'est un sujet que tu regardes ou vous y allez de plus en plus ? L'Inde, on y était cet été justement. D'accord. On a ouvert notre première boutique avec un partenaire à Bombay, à New Delhi. À Delhi, d'accord. Dans le seul mall qui a, je crois, une boutique Hermès, donc vraiment haut de gamme. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Tu sens toi qu'il y a quelque chose vraiment là-bas ? Pour les marques étrangères, parce que surtout pour notre profession, les Indiens ont l'habitude de consommer de la joaillerie locale, ils sont très forts. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc en fait, pour eux, c'était difficile de concevoir d'avoir des marques étrangères. Et en fait, aujourd'hui, la nouvelle génération, comme je te disais, ils ont envie d'avoir des marques aussi internationales et ils sont prêts à ouvrir leur marché. D'ailleurs, les Galeries Lafayette ont ouvert leur premier Galerie Lafayette à Bombay il y a quelques mois de ça. Donc on voit qu'il y a ça est en train de bouger dans ce pays qui est un pays de 1,5 milliard de personnes. Donc bon, évidemment avec une pauvreté, on le sait, malheureusement très importante, puisqu'il y a toujours 300 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, donc c'est considérable. Mais on voit qu'il y a quand même une puissance pour des marques comme la vôtre, certainement très intéressante. Tu parlais de communication tout à l'heure, puisque c'est ce que tu disais, un challenge qui existait chez vous, c'est d'être visible. Vous avez utilisé plusieurs plateformes pour l'être. La première, c'est les plateformes des célébrités. Alors là, tu nous parlais tout à l'heure de cette blague sur Beyoncé. Mais c'est vrai que ça commence assez tôt, parce qu'en 2017, vous commencez avec Gigi Hadid. Alors Gigi Hadid est très connue, moins connue il y a une dizaine d'années que ça, qu'elle peut être aujourd'hui. Moi, ce qui nous intéresse, c'est comment ça se passe à ce moment-là. C'est toi qui vas taper à la porte à Los Angeles. Bonjour, j'arrive. Tu passes par un agent. Tu envoies toutes tes meilleures propositions. Comment ça se passe ? En fait, une fois, je ne veux pas être encore métaphorique, mais sur ton chemin, il y a des gens qui t'aident. Et il faut savoir bien sûr, être reconnaissant. Et une personne m'a beaucoup aidé dans ma communication. Malheureusement, il n'est plus là.
c'est un certain Jean-Yves Le Fur. Jean-Yves Le Fur, d'accord. Qui était très connecté dans ce monde des mannequins, ce monde un petit peu il avait eu quelques femmes, ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce monsieur est arrivé sur mon chemin par quelqu'un et il m'a aidé à aussi leverager ma communication d'une autre manière. La chance, c'est que moi, mon ADN avait quand même beaucoup de mode, de jeunesse, qui était dans l'ADN de mes produits. Ouais. Et en fait, lui avait ça aussi en expertise. Et un jour, je célébrais les 10 ans de mon Move, ce fameux produit iconique, et je cherchais à faire une collaboration. Et j'ai fait une shortlist de 4-5 personnes, et dans la shortlist, Gigi Hadid est tombée parce que c'était la fille du moment, qui commençait à percer. Elle était jeune, elle avait une vingtaine d'années, et elle incarnait justement cette féminité, cette jeunesse de pouvoir porter des bijoux de façon tellement cool, décontractée, avec des jeans, des baskets, etc. Ça te ressemblait. Et je trouvais que s'il y avait quelque chose de très vrai. Et évidemment, au début, c'était pas facile parce qu'on était petits, pas connus, donc pour la solliciter, alors que elle commençait vraiment à exploser, c'était pas naturel. Et donc on est passé par les agents à travers ce fameux Jean-Yves, et au début ça traînait un peu la patte, on osait remplir des documents, etc. Et puis un jour il a insisté pour dire, si un jour Gigi passe à Paris, fais-la rencontrer Valérie. Juste 5 minutes. Elle vient n'importe quand, 5 minutes, je pense qu'elles vont accrocher. Et en fait, le déclic est passé. On s'est retrouvés au Georges V. Les 5 minutes se sont transformées en 1 heure. Je lui ai montré un peu les produits et je lui ai dit, est-ce que tu veux faire une collab avec moi ? Est-ce que tu veux qu'on dessine ensemble des choses ? Parce que je sais que tu as aussi une créativité, tu vas exprimer quelque chose et moi, j'adore l'idée de me challenger à 2. Elle m'a dit go. Et ça, quand tu vas faire ce meeting, pour toi, tu vas comme tu vas aller parler à un pote, tu sais que c'est très important pour vous à ce moment-là. T'es préparé ? Pas du tout, c'est pas préparé parce que évidemment c'est fait un peu à dernière minute. On s'attendait pas à ce que ça soit décanté et quand il faut être dispo tout de suite. Je prends vite fait quelques bijoux pour lui montrer un peu. Tu vois, vite fait pour lui montrer un peu et quelques mood boards que j'avais déjà préparés parce que j'avais déjà quand même réfléchi à quelques idées et finalement le coup de cœur est passé et c'est vrai que ça a ouvert des portes que jamais j'aurais pu avoir si je l'avais pas rencontré. Ouais, c'était impossible, le zoom a ses limites. Oui, et ça n'existait pas à l'époque. C'était pas aussi important. Donc ça, on continue, parce que là, on parle de Gigi Hadid, à qui tu vas faire cette collab, et il y a une autre personne, un autre personnage, parce que là, c'est pas une personne, c'est un personnage. C'est l'icône, une des icônes qui s'appelle Kate Moss. De notre génération, quand même. De la génération. Et donc, toi, tu grandis avec j'exagère à peine, des posters de Kate Moss. Et des autres, donc, qui sont très connus, qui sont aujourd'hui une certaine nombre, qui portent tes créations. Mais Kate Moss, donc là, raconte-nous, parce que là, pour toi, tu vois ça comme, là, t'es la petite fille qui voit cette merveilleusement jolie, et puis assez décalée star, en tout cas mannequin. Comment ça se passe j'ai grandi avec, j'ai évolué avec justement cette espèce de décontraction tu sais, de la femme. Elle est jamais vraiment très sophistiquée. C'était une très setteuse. Elle a une vie complètement décousue. Puis elle renaît de ses cendres comme le phénix, alors que tout le monde l'abandonne. Elle est caméléon. Elle va faire Mango, comme après elle va faire je sais pas quelle marque de luxe. Et en fait, cette féminité qui dans cette, quand t'es une jeune fille, t'as envie d'être puissante, elle incarnait cette puissance, cette femme libre. Et en fait, c'est tout ce que j'avais aussi mis dans mes bijoux, dans mon ADN de maison. C'est ma sœur. Je dis, mais c'est extraordinaire. Et lui, c'est qui pour lui ? Jean-Yves, c'est sa témoin de mariage. C'est sa pote depuis... C'est encore Jean-Yves qui te fait... Encore. D'accord, c'est un témoin de mariage. C'était un petit groupe là à l'époque. Donc il me dit, écoute, je pense que là, c'est bon, t'es mûre, je pense que tu devrais la rencontrer. Donc je la rencontre et elle devient le visage de ma maison. Et un jour, elle qui loge au Ritz, tout le temps, parce qu'elle est très fidèle, elle voit... elle a les moyens. On mange, elle a les moyens. C'est Kate Moss. On mange une petite galette des rois, tu vois, tout simplement. C'est d'être en janvier, donc. Voilà, en janvier. Et puis elle me dit, tu vois, j'ai vu une vitrine de tes bijoux. Ce collier-là, est-ce que tu peux m'expliquer combien de carats, comment tu l'as fabriqué ? Puis je vois qu'elle me pose beaucoup de questions. Et je suis assez surprise par son intérêt à vouloir me poser beaucoup de questions sur cette parure. Et je lui dis, mais est-ce que tu aimes les bijoux ? Elle me dit, tu rigoles, j'ai une collection énorme de bijoux. À chaque fois que je voyage, je m'achète un bijou. J'ai tous les hommes de ma vie, de Johnny Depp à je sais pas quoi. Elle me dit, si tu veux, viens à Londres, je t'ouvre ma boîte à bijoux et je te montre tout ce que j'ai. Ça peut peut-être t'inspirer. Je dis, mais c'est sérieux ? Tu vois, là, franchement, on est vraiment dans le truc. T'es dans le dur, là. Là, t'es vraiment dans le dur. Et donc, en allant là-bas, je lui dis, écoute, franchement, mon rêve, ce serait de pouvoir faire une collaboration sur une collection de, on va dire, Ojo, Fine Joe ensemble, parce que t'incarnes tout ce que je veux, cette décontraction, cette féminité, cette sensualité, ce bijou qui veut dire tellement de la personnalité de la femme qui la porte.
t'es partante? Elle a dit oui. Et donc là, tu passais pas par un agent, c'est en tête Là, à tête. c'est en tête à tête. Et là, elle te Claque la main. check, boum, et c'est bon, quoi. Tu sais le style. Point très important sur cette collaboration-là, c'est que ça va ouvrir autre chose. Oui. Quelque chose qui est assez, qu'on peut imaginer maintenant quasiment normal. Là, on parle de ta capacité à être sorti des photos papier glacé merveilleusement bien prises à des défilés. Ouais. Alors ça, qu'est-ce qui t'a pris justement? C'est avec Kate Moss, c'est ça? Oui, exactement. C'est grâce à elle que j'ai osé faire mon premier défilé. On arrive, on va dire, à la fin de notre collaboration, la concrétisation de notre collaboration, on a fini, on sort les pièces, paf, le Covid. Donc, ouais. Donc, en fait, on ne peut pas célébrer, on ne peut pas les mettre en scène, on ne peut pas les vendre, etc. Et donc, au sortir du Covid, je dis, bon, c'est extraordinaire, on ne peut pas laisser ça sous silence. Ok, on ne va pas faire une soirée, on va dire, avec les cloches, les bodyguards derrière, et un dîner assis, ça ne nous ressemble pas. Ouais. Comment exprimer toute cette créativité, cette audace et tout ce style qu'on a réussi à faire? Je rêve de faire un défilé. C'est toi qui dis ça? Je lui dis à elle, je dis, tu tiens mon... Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'un peu complexant pour quelqu'un, un acteur de la joaillerie, de vouloir prétendre faire des défilés. La mode, c'est un univers très codifié. On ne peut pas les singer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, j'avais mon alibi tout trouvé avec Kate. Et donc, en fait... Le cheval de Troie. Elle me dit, Banco, viens, on fait un défilé. Et donc, c'est comme ça que j'ai osé faire mon premier défilé. En 2020 22 22 21 ou 22. Parce que je ne sais pas si j'ai osé le faire directement 21. Donc là, c'est dans les jardins du Ritz. Exactement. Sa fameuse maison. Sa fameuse maison, c'est facile. C'était là, disponible. Ouais. Et donc, énorme succès. Dès le premier? Énorme succès. Alors, raconte-nous, parce que pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que toi, évidemment, tu t'es pas mis à dessiner des vêtements. Donc, tu prends des vêtements auprès d'autres créateurs, oui. Tu bosses avec des amis à toi, tu en fais spécialement parce que tu sais exactement chaque année, il y aura une thématique. Comment ça se passe, cette créativité-là? En fait, t'as commencé, toi, tu sais dessiner des vêtements? Non, pas particulièrement. Pourquoi pas? Je trouve ça sympa aussi. Pourquoi pas? On va te voir bientôt. Voilà, allez, tu vas bientôt hôtel, mode. Voilà, qu'est-ce qui te reste? Non, mais en vrai, en fait, quand on est créatif et quand on a un œil, on aime bien voir les choses balancées. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais un tableau. Tu vas pouvoir peaufiner toutes les couleurs. En fait, moi, c'est vrai que la silhouette, c'est vraiment une alchimie parfaite entre la fille, le bijou et le vêtement. Donc, ça va un peu de pair. Donc, j'ai eu la chance, là, cette année, j'avais collaboré avec Alexandre Vauthier, que j'adorais, que Kate adorait. Et donc, quelque part, on est allé dans son dressing, on est allé piocher et on est allé voir un peu tout ce qui nous correspondait bien. Combien de temps ça a fait un défilé chez toi? Combien de mannequins vous avez? Une trentaine. Féminin et masculin? Oui, alors la première année, j'ai pas osé, mais la deuxième année, tout de suite... T'oses pas, ça m'étonne quand t'oses pas. Tu me dis, j'ai pas osé dès la deuxième année. Deuxième année, bon, c'était fait. C'est direct. Hein. Non, et puis ça marche bien, l'homme. Il y a un vrai marché pour le bijou pour homme aujourd'hui. Parce que finalement, vous avez quoi? Les montres, les chaussures. Tu vois? Non, mais pour exprimer aussi une forme de personnalité. La barbe. Voilà, la barbe, exactement, très important. Ça peut changer. Bon, on la rase, mais tu as raison, on a peu de choses. On a peu de choses par rapport à ce que vous pouvez avoir. Donc, tu sens, justement, dans votre groupe, l'homme, c'est quoi? C'est 5% de votre business et 10%? Moi, je dirais, pour l'instant, ça reste entre 5 et 10. C'est encore petit. Et sur les défilés, une question aussi, quand vous choisissez avec l'équipe les mannequins, est-ce que tu fais attention pour avoir des mannequins qui représentent aussi la femme, pas uniquement quelques femmes qui n'existent quasiment pas, hein, en tout cas peut-être j'essaye de quelqu'un comme toi, je pense que c'est important, même par rapport à tes filles. C'est important, c'est vrai, t'as raison. J'essaye. Après, on est toujours dans un univers assez codifié, avec des filles qui sont là, les filles bien du moment à avoir. Donc, en tout cas, continue à pousser cette partie-là, parce que je pense que c'est bien. Ah ben c'est essentiel. Elles n'existent pas, elles existent, elles sont quelques centaines, mais elles n'existent pas vraiment dans la vraie vie. Ouais. Et les femmes qui portent tes bijoux, j'en connais un certain nombre, elles sont très belles, mais elles ne sont pas forcément une toute pareille comme celle que tu as. Donc c'est un sujet important. Je me souviens, on avait eu cette discussion-là sur les défilés de lingerie. Et on a vu des premières marques le faire, d'ailleurs Etam maintenant le fait à chaque fois, donc Laurent Milker le fait très bien, et c'est vraiment important de le faire, parce qu'en effet il faut quand même être représentant ou représentatif le plus possible de notre société. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu, donc là tu en es au 4e défilé, et des moments où tu décides de le faire maintenant chaque année? Pour toi c'est sûr? C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Voilà. Tu dois le kiffer toi en plus. C'est super. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline. Quelques jours avant je me dis mais pourquoi je m'inflige ça, et après je me dis waouh, c'est génial. Oui, parce que cette adrénaline là tu l'as pas forcément, parce que quand tu sors une de tes créations,
tu le vois pas automatiquement. C'est pas comme un film où le mercredi à 11h du Non, matin, tu sais si c'est un c'est pas succès ou pas. immédiat, non. Toi, là, ton défilé, tu vois dans les yeux des gens. Ouais, non, c'est Et extraordinaire. t'arrives quand même, toi, dans les différents défilés que tu as pu réaliser, il y en a où tu étais plus ou moins content, il y en a certains où tu as été. Tu dis, oui. tiens, je peux faire mieux. Ah oui, bien sûr. Surtout Bah, que de t'as- toute façon, moi, en fait, ayant appris à regarder, je t'inviterai à mon bureau Ouais. avec une loupe, Ouais. un diamant. Oh là là, Avec la loupe 10 fois, j'ai l'habitude depuis toute petite à regarder les détails. ça va être dur de vivre avec toi. Hein. Donc, non, ça va, je Jean-Baptiste, n'inflige pas Jean-Baptiste. ça aux gens qui m'entourent, mais disons que je vois facilement les choses qui vont pas. Et donc justement, des choses que je ne verrais pas si j'étais venu à un de tes défilés. Et toi, tu dis juste, non, c'est pas possible. Il y a un truc qui t'a remonté en disant, l'année prochaine, on fera plus ça. C'était quoi, par exemple? Tu sens... Là, cette année, le défilé a été un peu trop rapide. Ça dure combien de temps un défilé quand t'as 30 mannequins? C'est ça, on va dire 12 minutes. C'est très très rapide. C'est très rapide. Faut Et pas en être en fait, retard, hein. là, j'ai senti que en fait, les gens avaient encore envie de voir quelque chose qui dure un peu plus longtemps, comme un show. Donc ça, l'année prochaine, je vais travailler là-dessus. Et donc voilà, faire un avant-après. Donner quelque chose avec encore plus d'ampleur. Combien de personnes sont là? Combien de personnes assistent, excuse-moi? 500 à peu près. Et donc, t'as combien de demandes pour ces 500? C'est très compliqué? J'ai beaucoup de demandes. Ouais. Mais Donc, tu pourrais quasiment vendre de la place. oui, quoi. oui, les gens adorent c'est ça. cette ambiance des défilés, de voir les choses. Et donc et c'est la même chose pour ceux qui sont au premier rang. Ça va être soit tes meilleures clientes. Ça, c'est la galère. Hein. C'est comme les plans de table. Hein. Oui, c'est ça. C'est toi qui pour le Ouais. mariage, quoi. C'est un casse-tête. Et donc tu te retrouves évidemment à chaque fois avec des gens qui sont pas contents. Ah bah oui. J'essaie de mets des gens de me devant. mettre loin de ce sujet. C'est pas moi. Je Ah ne non. sais pas. C'est pas moi qui ai non. décidé. Je n'ai pas eu ce plan de En table. plus, c'est vrai, je ne peux pas tout vérifier. Donc, Heureusement, tiens. c'est vrai. Ça c'est bien. Moi, tu t'en sors correctement là. Donc c'est comme voilà, il faut y aller. Et ça se passe toujours au Ritz. Non, pas du tout. D'accord, À chaque fois dans un lieu différent. Vous tournez à chaque fois. Ouais. Par exemple, quel endroit Là, on est au musée des Arts Décoratifs. Ok. On a déjà fait dans un immeuble en réfection, dans un complètement. On fait des choses complètement différentes. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps de ça avec Nicolas Saint-Yvel, qui est le patron de Ami, la marque Ami. Oui, je l'ai écouté d'ailleurs. Qui m'expliquait, c'était assez marrant. Ce qu'il expliquait, c'est que soit il avait, par exemple, lui, il avait pris Vincent Cassel, qui représente assez bien sa marque, mais il avait aussi des gens parfois qui trouvaient sur les réseaux qui portaient, lui, par exemple, il avait eu un post comme le ça joueur de foot. de Zinedine, le joueur Enfin, qui de n'est plus foot. joueur. Le joueur de foot. Pardon, excuse-moi, l'icône. Ouais, Zinedine Zidane, le joueur de foot. excuse-moi. On voit que t'aimes le foot. Hein. Ouais. Comment il s'appelle encore? Rappelle-moi, Zidane. Oui, c'est ça. C'est lui. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, s'il te plaît. Ouais. Le Là, Zinedine franchement, Zidane. Et en plus, pour le coup, Mon mari serait pas fier de moi. ouais, il va t'engueuler. pas être Il a content. raison. Ouais. Parce qu'en plus, quand on a quelqu'un qui a autant de succès que Zidane, c'est une chose. Mais en plus, avec cette humilité et cette gentillesse, ce qui n'est pas C'est toujours le cas vrai. quand on a autant de succès. Mais il disait, je me suis retrouvé à voir sur son poste qu'il était habillé avec le cœur ami. Ouais. Toi, Ça m'arrive aussi. Ça t'arrive aussi? Ouais. De voir comme ça, disait tiens, Ça m'arrive aussi. Tu envoies un message quand tu les aimes bien en disant juste, hey, Oui. c'est moi la créatrice Ah derrière. oui, non, enfin, si je peux, je rebondis sur le sujet. Et t'as réussi à faire comme qui, par exemple, t'as réussi à avoir un contact comme ça L'avoue, je sais pas, mais par exemple, moi, je me suis réveillée souvent le matin. Par exemple, Beyoncé, je lui ai déjà prêté des bijoux, mais je ne savais pas qu'elle allait les poster ou qu'elle allait les mettre en scène. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps encore avec une image d'elle. On aurait dit une pub avec tous les moves comme ça autour du collier sur une image incroyable d'elle. Et ça, selon toi, t'arrives à voir tout de suite l'impact business? Non, l'impact business, c'est difficile. D'accord. C'est juste que tu fais partie Et de ce Tu l'as petit dit, groupe-là. la joaillerie, c'est pas un pull. Ouais. C'est quand même le temps long. Tu vas réfléchir, c'est un certain budget, mais ça fait un chemin dans l'esprit des gens, ça brûle la notoriété. Pour que les gens comprennent, un de tes créations Move, par exemple, ça vaut combien? Bah, c'est à partir de 700 €. D'accord. Et à partir, c'est-à-dire que plus il y a des... Plus il y a des diamants, plus il y a de diamants, l'or, d'accord. hein, plus ça monte. Et donc, une création moyenne, si j'arrive demain dans ta boutique, ça En me coûtera moyenne, combien? ça sera plutôt 2000, 3000. D'accord. Hein, si tu veux avoir un panel représentatif des pièces. Et quand tu parlais, donc on a parlé de Beyoncé qui, voilà, tout d'un coup, tu la vois, on parle de Gigi Hadid, on parle de Kate Moss, Kendall Jenner, ça c'est... Ça, c'est un peu comme Vincent Cassel. Ouais. C'est un contrat publicitaire. D'accord, là c'est vraiment... Ouais. Donc il y a peut-être un peu moins
cette relation que tu as Il créée. y a moins l'extraordinaire magie, mais après, c'est un peu l'américain, un peu transactionnel, après ces filles-là choisissent avec qui elles vont travailler. Elles ont des choix. Je peux te dire que ça paraît incroyable, mais tu peux te dire déjà si elle accepte de travailler pour toi, c'est que ton image est bien, parce qu'elle c'est pas seulement tu peux acheter avec un billet. Hein. Et à l'inverse, pour toi, aujourd'hui, ce serait laquelle? Celle qui représenterait tellement bien qui tu es, ce que vous faites. Ce serait quoi les noms des autres que tu aimerais bien? Très difficile. Qu'est-ce que tu aimerais bien? Tellement de gens, je sais pas, j'aurais aimé... Qu'est-ce que tu aurais aimé? J'aurais aimé avoir Grace Kelly. Alors là, ça va être un peu compliqué. Non, mais j'aime bien l'idée aussi d'une femme... Romy Schneider. J'adore Romy Schneider. Enfin, j'adorais Romy Schneider. J'aurais bien aimé avoir ce genre de femme aussi. Française, aujourd'hui, contemporaine, il y en a qui tu dis, tiens, j'aimerais que cette actrice, cette chanteuse, une Angèle, une Marion Cotillard... J'aime beaucoup Angèle. Après, le problème, c'est que souvent, les filles sont... Et je crois qu'il le disait, Nicolas, il s'appelle. Ouais, Nicolas. Que souvent, on est au milieu on est entouré de géants dans leur industrie qui font des contrats. Les grands groupes font des contrats avec des filles, et parfois toutes catégories. Donc... Je suis d'accord, mais tu as quand même réussi à avoir Kendall Jenner ou Kate Moss. Donc, oui, bon, j'ai la chance, c'est vrai que c'est pas que je me suis retrouvée... Mais plusieurs fois, tu vois. C'est toujours la même chose quand les gens me disent c'est de la chance. J'entends une fois, mais quand plusieurs fois... Ça se répète. Et puis n'oublions pas, ce qu'est Messika en 2017 est bien différent de 2026. C'est évident. C'est-à-dire que ta marque, ces dernières années, elle a quadruplé non, volume, c'est de sûr chiffre que d'affaires. Je sens que l'impact n'est pas la même aussi. Aujourd'hui, t'as pas 5 boutiques, t'en as plus de 100 et vous continuez à croître. C'est vrai. Non, t'as raison. Après, c'est vrai qu'on a une force de frappe, on a une désirabilité, on a une prise de parole qui est différente. C'est vrai que quand un talent veut s'associer, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de... ça va avec leur personnalité, ils se sentent confortables avec, ils ont envie de représenter. Tous ces critères entrent. Donc tu as raison, c'est vrai que c'est pas... Et donc si on reprend cette possibilité, j'adore parce que j'ai l'impression parfois quand je t'écoute, quand je te parle, t'as encore dans les yeux de cette Valérie de 29 ans qui dit tiens, je suis pas encore partie de ce monde-là, alors que ça y est, t'es de plus en plus à leur table. Ouais. Tu vois, et donc, c'est vrai que je me vois pas trop comme ça. Et tu le vois parfois encore avec ces yeux de ce qui est très frais, de j'ai encore beaucoup à construire quand potentiellement c'est ces stars-là qui seraient ravis de bosser avec toi. Oui, mais je pense que ça fait partie aussi de mes clés de succès, de se dire qu'on n'est pas arrivé. On monte l'Everest de tout à l'heure, et mon père qui adore les métaphores dirait « plus tu montes l'Everest, moins il y a d'oxygène. Plus tu as les problèmes de respiration ». Donc là, je prends ma respiration, le temps de mesurer, effectivement, là on a 20 ans, donc on est content du succès, mais je vois que le chemin, voilà, c'est pas l'idée d'avoir construit un truc et de faire une bulle et de se dire demain c'est pas grave si ça marche pas. Ce qu'on sait n'est pas le cas pour toi. Et c'est encore une fois le fait que tu aies ton nom sur la porte. Ça porte mon nom de famille, tu vois, donc c'est pas... Mais justement là, on parlait de cette croissance importante, folle, ces dernières années. Tu vois des changements de culture d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de Valadi. Est-ce que tu vois que c'est compliqué? Maintenant, tu as embauché des gens que tu n'as jamais rencontrés. Tu rencontres des gens dont tu ne connais pas forcément. Au-dessus de 100 personnes, ça commence à être compliqué de connaître les prénoms de tout le monde. Là, quand tu es 500 ou 600, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que tu sens que t'es rentré dans une phase différente? Est-ce que c'est une phase que t'aimes tout autant? C'est une phase extrêmement différente. C'est une phase challengeante, justement par rapport à mon caractère, pour justement affirmer mes intuitions et mes convictions. Parce que en vrai, en grandissant, ça doit quand même continuer sur un certain sillage. Parce que si ça a marché, c'est parce qu'on était juste. Donc c'est pas qu'on doit changer. Et aujourd'hui, je m'entoure de gens très capés, qui ont une expertise, comme par exemple notre ami commun, Alain Bernard, que j'aime beaucoup, mais qui a aussi son expertise, sa vision, qui a travaillé dans des maisons du groupe Richemont, donc qui a aussi peut-être certains réflexes. Et donc pour lui aussi... Cartier, Van Cleef, qui sont des maisons dingues. Ouais. Mais aujourd'hui... Moi, je m'entoure de quelqu'un comme lui, par exemple, parce qu'on parle de lui puisque tu le connais, par rapport à son expertise, mais dans mon ADN. Quand tu parles de tendance, justement, est-ce que toi, tu travailles avec des maisons de tendance, les Nili Rodi de ce monde Ah non, pas du tout. D'accord. Non, donc ça, c'est vraiment, t'aimes aller, t'aimes sentir. T'aimes sentir. Tu y vas, c'est toi qui y vas. Ouais, absolument. Et tu penses que c'est quelque chose qui est capable d'être sans arrêt, renouvelé? C'est toujours une question que moi on me pose en tant qu'entrepreneur. Comment tu montes des nouvelles entreprises qui peuvent avoir du succès? Toi, c'est quoi t'arriverais à le mettre quelque part, ta recette? C'est quoi la recette pour toujours sentir l'évolution du monde?
En fait, dans ton domaine. Dans mon domaine, c'est le QE. Moi, je suis très sur le quotient émotionnel. C'est-à-dire que je trouve que le cerveau, parfois, quand tu le fais trop travailler, te dit que des choses qui peut-être être influencées par ce qu'on t'a dit, etc. Moi, j'essaie vraiment quand j'ai des doutes, de me recentrer sur mon premier ressenti et sur moi-même. Même si j'adore écouter ce que les autres, j'écoute, je demande beaucoup l'avis, mais à la fin de la journée, c'est ce que je ressens. Exactement. Ton sentiment. Okay. Moi, c'est un peu comme ça que je navigue sur mes convictions, sur mon flair. Et aussi avoir les yeux ouverts, le cœur et les yeux ouverts. C'est vraiment... je suis très, très intuitive aussi dans les énergies. Sur l'entreprise, on parlait de cette entreprise qui a fêté ses 20 ans, qui est partie sur les 20 prochaines années ou plus. Justement, quand vous avez autant de succès que ça, vous êtes une proie intéressante pour un certain nombre de groupes. On a vu, tu parlais du groupe Richemont, il y en a quelques-uns d'autres des groupes. On parle évidemment de ce grand groupe français qui a un succès incroyable à l'international, qui est le groupe LVMH. On a évidemment Kering aussi, donc on est quand même assez bien entouré en France par des géants. C'est vrai qu'on est fiers. On est très bon. On est très fiers. On n'a pas parlé de Chanel également, donc on est quand même très très bon. Donc, et autant qu'on les mette en avant. C'est toutes les semaines qu'ils viennent taper à ta porte, c'est tous les mois. Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Ils connaissent même pas ils savent même pas que j'existe. Alors on revient là, arrête tes bêtises un peu. Non, aucun rapport. Non, franchement. Ils savent qu'il n'y a pas de possibilité. Je sais pas s'ils savent quoi que ce soit, mais moi ce que je sais, c'est que aujourd'hui je poursuis mon chemin et que c'est pas. Les éléments de langage. Alors là, on est dans les éléments de langage. Ouais. Je poursuis mon chemin. Non mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est que t'as pas envie de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai pas construit ça dans le but de me dire, parce que aussi ça porte mon nom, donc ça veut pas dire que... Cartier porte son nom et aujourd'hui ça appartient à Richemont. Mais tu sais pas, en fait, je ne sais pas, je ne peux pas te dire quoi que ce soit aujourd'hui de ce que l'avenir. Déjà, j'ai du mal souvent à me dire comment tu te projettes dans 10 ans. Donc déjà, j'ai du mal à répondre à cette question. Oui, mais tu pourrais quand même se dire, la question que je te pose, c'est l'intérêt réel de ces marques sont assez affirmés, ils viennent pas trop souvent, ils viennent quand même de temps en temps pour dire si un jour ça t'intéresse, on est là. Après, je pense pas qu'on n'intéresse pas les gens, mais en fait aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de me dire que je ne construis pas mes décisions dans un but économique d'une revente. Je suis là pour durer. Je suis là pour essayer de rendre cette entreprise indépendante de plein de choses, de moi-même aussi, parce que justement, ce que je te disais, les racines sont pour moi très solides. Je suis passionnée par ce que je fais, donc je suis pas une économiste. Je suis pas quelqu'un qui a fait des études de finance et qui se dit vivement que je vends tout ça pour aller toucher un gros chèque. Pour revenir par rapport à la famille, ton papa qui t'a vu quand il était, lui, tout en haut et qui te voyait petite stagiaire qui s'est maquillée avec son stagiaire pour grandir. Et aujourd'hui, comment il te regarde aujourd'hui quand c'est toi qui portes le nom, beaucoup plus que lui, parce que c'est vrai qu'il était très connu dans son domaine et dans son secteur, qui était quand même, B2B. Toi, B2B, donc évidemment très connu dans celui-là, mais toi, tu es connu dans le monde B2C, donc de la consommatrice, de consommateur. Il te voit comment il se dit, je suis fier de toi, ma fille. Il est hyper fier. Il est hyper fier, il est très admiratif, très respectueux de notre réussite. Il est vraiment bluffant. Et bluffé. Bluffé et bluffant parce que c'est pas facile. Le gendre, la fille, tout ça, c'est pas... C'est maintenant, on lui parle plus de toi que de lui, en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est... Le temps passe et peut-être que ce sera tes filles dont on parlera plus dans 30 ans que toi. Je sais qu'il est très fier. Ouais. Il est fier. Il est heureux pour nous et pour la famille. Quand on parle de tes créations, on parle de diamants, on parle aussi d'or, évidemment, avec un sujet pour vous, puisque l'or coûte de plus en plus cher. Ouais. Est-ce que ça, c'est des sujets que toi, tu regardes ou tu dis justement à tes équipes, je veux pas savoir? J'adorerais pouvoir dire ça. Donc, mais là, ça tombe à chaque fois sur toi. Là, c'est pas possible. C'est pas que ça me tombe dessus. C'est que c'est une donnée trop importante en ce moment économique qui ne peut. Ça a augmenté de combien ça a presque doublé en 1 an et demi. Doublé en 1 an et demi. C'est colossal, hein, et ça a un impact sur nos marges très important. Le problème, c'est tu ne donneras pas tous les éléments, donc on aura du mal à savoir quelle est la marge, mais en gros... En fait, ça bouffe de façon très significative la marge, parce qu'il m'est absolument impossible d'impacter cette hausse à mon client sur le hausse tarifaire. C'est impossible, si tu perds le client. Vous l'avez pas... Tu ne voulais pas on a augmenté 3-4%. Mais pas les 50%. Tu peux pas... C'est impossible. Donc il faut savoir c'est un vrai sujet pour vous. Ouais, il faut faire le dos un peu rond. Ou faire des créations en autre chose qu'en or. Ah ouais, par contre, ça c'est un vrai sujet qu'on me demande depuis un certain temps, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec quoi? Là, j'ai une collection en titane. Sympa. Qui est ça marche bien, ça. Ouais, qui est très sympa. Je pourrais faire de l'argent, mais c'est pas le but.
parce qu'aujourd'hui, il y aurait aussi un petit nivellement vers le bas, parce que l'argent est quand même une matière moins noble, beaucoup plus molle, etc. Ce serait un changement de direction. Un 100 grammes ou 1 kilo d'or, si ça vaut 100, 1 kilo de titane, ça vaut combien ? Tu sais ça ? Alors là, ou d'argent ? Je sais pas, mais beaucoup moins. Donc en fait, tu dis c'est vraiment le bas du bas. Titane, ça reste encore assez recherché. C'est assez recherché. Après, le temps de développement, c'est beaucoup plus complexe. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez chouette. Le coût des diamants ? Oui. Je devrais appeler André pour lui demander. Ouais. Le coût des diamants, lui, il a augmenté aussi ou... En fait, il passe son temps à fluctuer, mais de façon pas très forte. Okay. Donc tout ça, ça change pas trop. Ouais, c'est assez stable. Sur les autres maisons qui existent, toi, si demain, encore une fois, on oublie tout. Ouais. Tu n'es pas, on oublie tout. On revient. Ce serait quelle maison que toi, tu aurais adoré diriger ? Je me suis jamais posé la question. Voilà, je te la pose. C'est ça qui est bien avec Pose. C'est génial avec Pose. Voilà. Attends, quelle maison ? En fait, ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, je trouve ça, la maison Cartier est juste dingue, mais c'est énorme. Donc, en fait, il y a un truc qui est un peu surdimensionné. C'est énorme. Mais c'est iconique. Mais tu vois, c'est un peu le Graal dans notre profession. C'est vraiment notre maître à tous. Et le succès est encore plus incroyable ces 20 dernières années. Une maison comme Buccellati, par exemple, tu vois, qui a été rachetée récemment par Richemont, ça a ce côté un peu boutique-hôtel de la joaillerie que je trouve aussi très charmante. Est-ce qu'il y en a, toi, qui est si bienveillante que tu trouves, parfois c'est un peu surfait, le succès est un peu... T'es vache, là. Oui, mais tu dois tout dire ici. Putain, t'es vache, hein. Cite pas une française, comme ça on n'aura pas de... Non, attends, qu'est-ce que je peux te trouver ? Il y a des marques italiennes que j'aime pas trop, Damiani, tu vois, des choses un peu comme ça, ouais, c'est un peu, ça n'a pas trop d'âme, ça n'a pas vraiment. Et puis, alors, on n'en donne qu'une, on est sympa, ouais, on voilà, donne qu'une. Allez, on s'arrête, on continue. Un autre sujet justement qui est bien loin de cette discussion-là, on parle de l'humanitaire. Tu sais que c'est un sujet essentiel dans mon existence, avec la Fondation EPIC et la structure Infinite que je dirige. Toi, tu as mis ça, en tout cas tu as commencé à enclencher justement cette direction-là avec une fondation qui s'appelle la Fondation Et cette fois-ci, elle porte mon prénom. Voilà. Tu as mis ton prénom, pas uniquement le nom de famille, mais tu vois. Donc, raconte-nous un peu ce que fait cette fondation. C'est important pour toi, c'est essentiel. Tu as mis du temps à la lancer. Pour toi, aujourd'hui, c'est quelque chose où tu vas passer un peu de temps. Raconte un peu ce qu'elle fait, cette fondation. C'est en fait, elle a pour vocation d'aider les femmes et les enfants. Les femmes, parce que je pense que, comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance en tant que femme et que je veux essayer autant que je peux autonomiser les femmes, les aider. Donc, pour moi, ça semblait un peu comme une évidence. Et les enfants, parce que c'est la racine, c'est prendre les problèmes à la racine. Aujourd'hui, même si on traite les femmes, mais qu'elles ont des dommages collatéraux avec leurs enfants, quelque part, on fait de ces enfants des adultes tordus. Et aujourd'hui, la Fondation Valérie Messika a aidé plein de jolis projets autour de la femme, et notamment l'éducation en Inde. On fait un grand programme avec Plan International. On a aidé aussi les filles à reprendre leur éducation sur le mariage forcé, parce que tu sais que c'est une zone où sont énormément touchés par le mariage forcé, etc. Donc ça, on va dire, c'est un paramètre qui me tient à cœur. C'est aussi une femme de presque 50 ans comme moi aujourd'hui qui a eu beaucoup de chance dans sa vie de dire, écoute, c'était bien joli, t'as construit quelque chose d'incroyable, toute la journée on dit que c'est formidable ce que t'as fait, mais à un moment donné, ce qui est formidable, c'est aussi de convertir cette chance que t'as pour aider les autres, et en l'occurrence, les enfants. Grâce à Ophélie, j'ai rencontré une femme... Ophélie Meunier, exactement. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Céline Gréco, qui a fondé sa fondation qui s'appelle Impact. Et aujourd'hui... Céline qui est venue ici il y a quelques temps de ça, sur ce podcast. Elle est venue ? Ah oui. Je ne l'ai pas vue. Je vais l'écouter. Écoute là, et lisez son livre aussi, là, parce que c'est un livre où elle parle de l'abus physique qu'a eu son papa sur elle pendant... Je vous conseille à toutes et à tous d'écouter ce podcast qui est phénoménal avec cette femme qui est exceptionnelle, qui est maintenant... docteur, médecin. Grand professeur à l'hôpital Necker, je crois. Necker. Ouais. Et elle est extraordinaire, en plus d'avoir un poste incroyable à l'hôpital Necker et d'avoir même trouvé des posologies pour soigner les douleurs de cancer. Elle s'est
elle a ouvert un nouveau chapitre de sa vie au sortir du Covid avec cette fondation. Elle a pour vocation de créer des écoles, des instituts pour protéger les enfants de la malveillance, de leur donner des soins médicaux, parce qu'ils sont avérés avoir beaucoup moins d'espérance de vie, parce que justement, ils ne sont pas traités. Et aujourd'hui, on sait qu'un enfant sur 5 dans une classe subit des violences. Alors, ça peut être des violences physiques, de l'inceste, et c'est dans les proches. C'est pas le mec qui va violer la fille dans la rue. C'est dans ton environnement, c'est proche de chez toi. J'en connais, vous n'en connaissez, vous le savez peut-être pas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet gravissime. Et si je peux aider à financièrement, mais aussi à lever les consciences. Aujourd'hui, c'est un peu le projet que j'ai pour ma fondation. Donc ça c'est en France, avec Céline, et donc à l'étranger, plutôt en Inde, sur ces sujets-là. Donc juste, on s'arrête 1 minute là-dessus. En effet, ces violences-là, et c'est pour tous les gens qui nous écoutent autour de nous, on en a. Ces personnes communiquent rarement dessus, n'en parlent peu. Si vous envoyez, surtout il y a des numéros, si vous êtes vous-même dans malheureusement cette situation, appelez ce numéro, parlez-en. Il y a des institutions, il y a des personnes comme Céline qui montent des organisations. C'est très important de dénoncer, surtout il faut dénoncer les gens qui font ça. Ce que tu dis est très vrai, et chacun à notre niveau, si on peut aider, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé sur MeToo, on a beaucoup parlé sur la femme. Je pense que aujourd'hui, moi je suis abritée par la Fondation de France, et j'ai fait sortir le nombre de fondations qui soutient justement l'enfance et la violence auprès de l'enfance. C'est à côté de la femme, c'est minuscule. Donc en fait aujourd'hui, j'espère qu'il y a un nouveau chapitre de l'histoire, en tout cas en France, parce qu'on parle chez nous, on parle même pas à l'étranger, de tout ce qu'il y a à faire. Tu parles le financement, ce que vous faites, mais il y a également évidemment les consciences dont tu parles, et surtout communiquer, parler, ce qui est souvent dur, surtout quand on est une victime, on en parle rarement. C'est pour ça que c'est ce qu'elle a fait, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai eu ici quelqu'un d'autre qui est très bien, qui a vécu très similaire avec sa maman, qui s'appelle Mohamed Bouafsi, qui est maintenant un journaliste très connu, qui a vécu la même chose. Son papa a frappé sa maman, violenté sa maman lui aussi. Il en a parlé, il en a écrit dans un livre. Je ne veux pas dire que toute personne qui est violentée doit écrire un livre, mais malheureusement, c'est au quotidien, à 5 mètres de vous. Donc surtout, ne laissons pas faire, et surtout ces gens-là qui font ça, il faut les mettre en prison, il faut les empêcher de nuire, parce que ça fait, on parlait tout à l'heure de nos traumas, nous, le divorce, qui sont des petits traumas. Ça, c'est deux traumas qui sont bien plus importants. Donc il faut faire très attention à ça. Et donc quand tu parles de financement, toi, comment tu décides ça? C'est que vous donnez avec ton groupe une partie de votre chiffre d'affaires, de vos dividendes? Une partie. C'est décidé chaque année, ou c'est chaque année? On le fait un peu, on a un produit partage aussi, sur lequel on reverse des... Donc c'est-à-dire que vous avez certaines créations? Oui. Si j'achète cette création-là, une partie part à des causes dont la Fondation Valérie Messika. Oui. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire de plus en plus. Oui. Est-ce que tu pourrais... Moi, je pousse souvent mes amis à communiquer sur les montants, sur les pourcentages réels, pour que, de nouveau, on éveille les consciences. En fait, si toi-même, tu dis, j'ai beaucoup de succès, je gagne beaucoup d'argent, même si vous ne communiquez pas sur vos résultats, mais en tout cas, l'entreprise, si ce n'était pas toi, fait des profits, on décide que 1, 2, 5% de nos profits partent aux causes. Je ne l'ai même pas calculé, mais c'est intéressant. Grâce à toi, je vais me poser la question. Et voilà, je sers quelque chose. J'ai servi à quelque chose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, non, mais c'est vrai, je pousse. Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, la fondation, elle est récente. J'ai pas les bons réflexes. Je suis en train de m'entourer de gens. Je suis en train d'apprendre. C'est un chemin. La philanthropie, et tout ce genre de commentaires et réflexes. Mais là, tout est un chemin. Tu le disais tout à l'heure très justement. En fait, souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, on apprend au quotidien en rencontrant des gens. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on voit souvent sur cette partie philanthropique, et pour les gens, essayer de structurer ça, parce que sinon, en fait, on dit ce que nous faisons, mais parfois, quand tu structures, ça poussera les autres potentiellement à structurer. Nous, on a la chance de voir, là, c'est avec la casquette EPIC dont je parle, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui ont dit, moi, je donne un pourcentage de mes bénéfices, de mon revenu, une partie de mes titres. Un jour, peut-être, je vendrai ces titres-là, ça vaudra quelque chose. Et donc, en fait, tout ça fait que, en fait, le don, moi, c'est comme ça que j'essaie de... En tout cas, c'est un message qu'on essaie de porter. Le don doit être la norme, pas une exception. Du moment que vous avez un succès... C'est intéressant ta remarque, parce qu'en fait, c'est comme si ça l'institutionnalise à travers un... Tout à fait. En fait, parce que souvent, tu te dis, qu'est-ce que je donne, comment on fait, etc. Là, il y a quelque chose comme... La fin d'année, ça va être une discussion que tu as. Oui, mais il ne faut pas que ce soit une discussion. C'est-à-dire que dans beaucoup de religions, d'ailleurs, c'est un pourcentage, c'est structuré.
structurant. C'est tout dépend des religions, ça s'appelle à différents noms, mais ça peut être 2,5%, 5%, 10%. C'est comme tu dis, institutionnalisé. Ouais. Aujourd'hui, ça devrait l'être également. Si on veut que ce don, ce partage, devienne la norme. On continue dans ce chemin, après avoir parlé de ce qui est important pour toi aussi, c'est comment tu donnes, en tout cas, comment tu vas utiliser ton talent et ton argent pour les autres. Si on continue un peu sur la trajectoire qui est la vôtre, tu es en 2005 là, tu es en train d'aller taper à la porte de ton papa, en disant juste, voilà, c'est ça que je veux faire. Tu referais la même chose, tu le ferais différemment, plus vite? Si je faisais les choses différemment, je crois que je les referais plutôt pareil, peut-être avec un peu plus de conviction au début, un peu moins de doute, quand même. Un peu moins de doute? Ouais, un peu moins de doute. Et pourtant, c'est ce que tu penses te fait avancer. Il y a quelque chose de constructeur dans mes doutes, mais quand même. Ouais. Donc, tu aurais des choses que tu aurais fait un peu. Qu'est-ce que tu n'as pas. Est-ce que tu as des choses que tu n'as pas saisies, que tu as su saisir après, que tu aurais pu saisir en 2008, 2009, 2010? Non, pas mal. Franchement, en termes de. T'as La balle au bon, c'est pas mal. Ouais. Je prends plutôt la balle au bon. T'es pas mal. Je suis pas mal. Là, j'espère que là, sur ta fondation. C'est pour ça. Elle est prise. Là, quand je te vois dans 6 mois, tu dis, tu sais quoi, c'est X% qui part. Non, mais c'est vrai. Non, parce que je prends plutôt bien la balle au bon. Tu parlais d'alignement, c'est un terme que j'aime beaucoup. Tu vois, le livre qui est là, qui s'appelle Pour une vie alignée, qui est un livre que j'ai écrit récemment. Tu parles d'alignement. Toi, c'est un concept complexe parfois. Tu arrives à le trouver, toi, cet alignement-là? En fait, moi, je trouve que la première personne à qui on ne doit pas se mentir, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, je vis pas mal dans l'inconfort de ça. Donc, je pense être plutôt alignée. Par contre, avec l'âge, ça c'est l'avantage de la maturité, je vois bien ceux qui sont pas complètement alignés entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Je les détecte pas mal. Mais tu leur dis, tu leur dis ou tu dis juste... Oh, non, je leur dis pas forcément. Mais ça me permet de comprendre les choses quand je leur parle. Et tu penses que justement, tu es plus sage aujourd'hui? J'ai toujours été très sage, mais... Tu pouvais pas faire autrement, en fait, j'avais pas le choix. Avec ta maman et ton frère. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que ça, c'est vrai, c'est mon histoire. J'ai vécu la même chose. Ouais, tu vois. On pouvait être obligé, on pouvait pas faire de bêtises. Très sage, ouais, pas de bêtises. Non, il y avait suffisamment de sujets. C'est vrai. Ouais. Et donc, on a un point commun. Ouais, c'est excellent. J'espère qu'on a... Je suis sûre qu'on en a plus. On a peut-être d'autres, mais en tout cas, et on adore Alain et Jean-Baptiste. Donc on en a quelques-uns. Je connais pas Kate Moss, mais bon, tu veux dire, je suis sûr qu'elle est très sympathique, un peu folle, je crois. Si on continue sur le sujet d'alignement, parfois le sujet d'alignement, ça peut aussi être un sujet de spiritualité. Toi, tu as vécu avec un papa confession juive, une maman catholique, donc tu t'as su très bien gérer ça et puis apprendre de ces cultures différentes. Toi, aujourd'hui, tu es au milieu, tu as une spiritualité, tu crois qu'il y a quelque chose après ou pas? En fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai souffert d'avoir ces deux religions un petit peu parce que j'avais pas vraiment d'identité. Les juifs disaient, mais de toute façon, ta mère, elle est pas juive, donc t'es pas juive. Et puis quand j'allais voir les cathos, ils me disaient, bon, de toute façon, ton père, il est juif. Enfin, tu vois, pas méchant, mais bon, genre... J'appartenais pas, en fait. J'appartenais pas. Donc, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre d'un manque d'identité. Et en fait, finalement, je pense que c'est une grande richesse. Pour moi, d'avoir ces deux cultures, d'avoir les deux traditions, les deux univers. Je pense être un peu spirituelle. Je pourrais faire mieux, mais je crois qu'il y a quelque chose dans l'au-delà. Je crois que les choses, je crois que les choses n'arrivent pas par hasard. Je crois que tu peux forcer ton destin. Je crois que ta bonne étoile te sourit aussi quand tu lui es reconnaissante, quand tu as un certain comportement de droiture dans la vie. Donc oui. Ouais, donc quand même pas mal. Alors là, tu coches quand même pas mal de cases de cette spiritualité-là. Ouais. D'accord. Pas mal. Pas mal. Pour parler de regret, j'ai quelqu'un de bien meilleur que moi qui va te poser une question. On continue sur les pauses familiales. Salut Valou. Alors dis-moi, il y a environ 18 ans, tu as eu du courage de te mettre avec un petit jeune qui avait tout approuvé. Pas faux. Et qui te promettait que la vie, elle serait super et qu'on s'éclaterait. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Ouais, je t'aime. Wow. Trop mignon. Waouh. C'est ma fête jusqu'au bout. Ah ouais, là, on termine. Non, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Je mesure ma chance de t'avoir à côté de moi. Et je pense qu'on a construit quelque chose de très fort. Et c'est pas de la marque dont je parle, c'est des valeurs humaines et nos enfants et notre famille. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Voilà. Ok, donc voilà. Donc je regrette rien. Jean-Baptiste, elle ne regrette pas. Il savait, quand il posait la question, il savait que t'allais pas répondre. Il est bon, ce Jean-Baptiste. Il est très très bon. Pour terminer, ce moment-là, j'ai plus de pause. Donc t'inquiète pas, là. C'est bon, je t'en supplie parce que tu m'as fait le festival là. J'en peux plus. Laissez-moi sortir. On n'a plus de pause, mais j'ai une question. J'ai deux questions. Si
on devait inviter quelqu'un ici qui nous raconte ce que parfois les gens ne savent pas ou qui ne connaissent pas, qui t'aimerais que j'invite ici ? Pas facile comme question, mais comme on en a parlé il y a quelques minutes, j'aimerais bien que tu interroges Kate Moss parce qu'en fait, elle a un visage papier glacé. Tout le monde lui adosse plein de choses, plein de projets sur elle, plein de fantasmes. Et j'aimerais bien faire découvrir sa personnalité, ses doutes, tu vois, ce côté un peu ultra puissante qui finalement n'en est pas. Mais on va passer par toi. Allez. Pour essayer de l'avoir. Et puis on fait aussi ce podcast en anglais, donc en fait ça sera très simple parce que je ne crois pas que son français soit parfait. Ah, c'est sûr. Et son anglais, tu vas voir, il est bien. L'accent anglais, il est costaud. Il est costaud. Et dernière question, il y a un endroit sur Terre où tu aimes faire une pause. Il est où cet endroit-là ? Vous êtes bien. La maison de campagne. Qui se situe en région parisienne. Ouais, à 1h30 de Paris. C'est un peu... Quand il n'y a pas beaucoup de trafic. Oui, c'est un peu la parenthèse de verdure. D'accord. C'est être entre nous, savourer le temps qui passe. Valérie, est-ce qu'on a fait une belle pause ensemble ? C'était magique. Tu m'as eu par contre. Je ne m'attendais pas. Hein. Oui, non, mais c'est super parce que vraiment... j'appréhende l'idée de faire un podcast, non pas que j'aime pas ça, mais je veux pas répéter des choses que j'ai déjà dites. Parlez de toi. Et en fait, là, c'est vrai que tu m'as fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Donc pour ça, franchement, bravo. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui t'ont montré autant d'amour, qui nous a été ces pauses familiales et amicales. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.